Mesdames, Messieurs, bonjour à vous, bonjour à tous. Merci de nous retrouver. Nous sommes sur Equinox Télévision avec le même plaisir pour cette nouvelle édition de ce jour. Vous le savez, le Cameroun, selon le dernier bilan de l'OMS, aujourd'hui est à 100 163 cas. Même si au Cameroun, on ne donne plus les chiffres, il est important aujourd'hui de se référer aux chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Troisième pays le plus touché en Afrique, derrière l'Afrique du Sud qui est à 3300 cas et bien évidemment l'Algérie qui a 2778 cas. Et vous le savez également, autre sujet qui a tenu en haleine le Cameroun depuis hier soir, c'est le gouvernement qui s'est dit outré par le comportement irresponsable et irrévérencieux contre l'ambassadeur de France au Cameroun. Qu'est-ce que ces sujets vous inspirent? Comment les comprenez-vous? Et quand on sait également que nous sommes de plus en plus présents sur la toile à réagir à ces allégations, vous allez également, madame, messieurs, ce matin nous laisser vos différents commentaires. Bienvenue à la grande famille, surtout l'équipe qui nous accompagne chaque jour. Et on va bien sûr nous ouvrir un bonbon Bengan qui est là ce matin avec le même plaisir. Bonbon, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Après le communiqué du ministre d'État secrétaire général, le président de la République relativement au massacre de Garvoux, le journal DiPost nous dit ce matin que les Nations Unies demandent la publication du rapport, de tout le rapport et non du communiqué. Va-t-on, s'achemine-t-on là vers un autre éclat de voix entre les organisations internationales et le Cameroun? Wait and see. En tout cas, ce n'est pas seulement cette organisation ou encore ce journal qui en parle. Les hommes politiques également au Cameroun commencent eux aussi à demander que l'on mette sur la place publique le vrai rapport de ce massacre de Ngarbou et non se limiter seulement à un communiqué rendu public et signé il y a 3 jours par le secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État en passant. Charles Amel Mbachou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au ministre du Développement local, Monsieur Georges Elanga Obam. Monsieur le ministre, il semblerait que désormais inhumer les personnes décédées de Covid se payent. Les chiffres tournent entre 50 et 100 000 francs pour l'octroi d'une place dans un cimetière. Des familles ont été victimes, largement victimes, parce qu'on demande de payer pour inhumer. Vous n'avez pas d'argent, on ne prend pas en charge. Monsieur le ministre de la Santé, était-ce ce qui était prévu dans le cahier de charges à vous déléguer par le comité de pilotage de lutte contre la riposte? La question, on se la pose. Des familles désormais se retrouvent en train de dire si on ne peut pas enterrer dans les cimetières puisqu'on nous a abandonnés, eh bien on prend la route du village. Ça nous rappelle également une histoire qui s'est déroulée à Yaoundé il y a quelques jours où une famille aurait perdu un des leurs, un membre également, et qui une fois rentré à la maison, on les appelle 2 jours après pour leur dire que votre défunte maman décède effectivement du Covid-19. Et là, ça devient assez compliqué de gérer ce type de situation. Mais maintenant, le ministre est plus que jamais interpellé, ou les ministres, Charles Amel Mbachou. Karine Santia, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Ngachou. Bonjour aussi aux téléspectateurs. Lenteur administrative, le projet d'extension du chemin de fer Cameroun-Djamena piétine et le Tchad décide de chercher les partenaires ailleurs. En tout cas, on sait également que la partie tchadienne est résolument prête depuis un bon moment et attend la réaction du Cameroun. En tout cas, on en reparlera pendant l'émission, madame, messieurs. Dominique Audrey Oyengelek, heureux de vous retrouver ce matin. Bonjour à vous, Dominique, et bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Comme tout le monde, j'ai appris qu'on ne célébrera pas le 1er mai et le 20 mai. La question que je me pose, c'est si on ne célèbre pas le 1er mai et le 20 mai pour raison de Covid, pourquoi renvoyer les enfants le 1er juin à l'école?
En tout cas, on espère également qu'entre le 20 mai et le 1er juin, il y a quelques 10 jours seulement, on dira 11 jours. Pour venir à bout du Covid. Oui, pour mieux comprendre ces situations-là. De toutes les façons, on va, avec nos téléspectateurs, comprendre vos réactions et vous connaissez les différentes plateformes sur lesquelles vous pourrez nous laisser vos commentaires. Vous avez la plateforme Facebook 10-12, Le Zénith ou encore Equinox Télévision. N'hésitez pas, laissez-nous vos commentaires car vous êtes assez nombreux tous les jours à nous regarder. Avec le même plaisir, nous vous lirons. Et n'oubliez pas aussi le contact téléphonique qui s'affichera au bas de l'écran. Laissez-nous vos commentaires, envoyez-les nous et Karine Santia se fera un plaisir tout à l'heure de les lire. Allez, avec vous, rapidement, Dominique Audrey, l'histoire du jour. Vous nous amenez où ce matin ? La ville de Kekem, c'est à l'ouest Cameroun, à Bafan précisément, vers Bafan, voilà. Sandrine nous a écrit, elle nous dit qu'elle est la sœur de Claude. Claude est mon grand frère, il est âgé de 30 ans et il n'a pas de boulot fixe. Sandrine raconte que Claude a toujours été le préféré de sa mère. Si elle s'en tient à ce qu'elle a vécu durant les 20 années de sa vie et à ce qu'on lui a raconté, sa mère a toujours chouchouté ce grand frère-là. Aujourd'hui, elle dit, je cite, « Mon frère, je le méprise. Mon frère, il m'irrite, il m'énerve et j'en suis presque à le détester. Mon frère est hypocrite, il n'a aucune conscience et il passe son temps à baver dans le dos des gens. Il est tout le temps à la fenêtre pour contrôler nos voisins et à chaque fois, il expose nos problèmes de famille à ses amis. Conséquence, lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des chamailles ou qu'on se querelle avec une voisine, et bam, elle nous balance à la figure quelque chose qu'on sait que qu'on peut considérer comme un problème ou un secret de famille. Aujourd'hui, mon frère a lancé une rumeur dans le quartier selon laquelle une rumeur, je me serais fait avorter. Et depuis lors, partout, là où je passe, les gens me pointent du doigt. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment regarder mon frère dans les yeux. Des voisines sont venues à plusieurs reprises se plaindre auprès de mes parents parce que mon frère avait raconté des histoires leur concernant. Ma mère a tout le temps fait barrière et elle a protégé son fils. Comment retrouver l'affection que j'ai eue précédemment pour mon frère quand aujourd'hui je sais qu'il a jeté l'opprobre sur moi auprès des voisins? Affaire de famille à nouveau ce matin. Affaire de commérage plutôt. Affaire de famille, oui, effectivement, il y a affaire de commérage entre enfants et surtout l'attitude d'un garçon de la famille. Certainement, ce matin avec vous, madame, monsieur, vous êtes peut-être victime d'une affaire de commérage dans votre environnement ou dans votre famille aussi. Écoutez bien les analyses des uns des autres sur ce plateau et laissez-nous bien évidemment vos commentaires. Commençons bien avec Bonbon Bengan, qui l'a très bien écouté cette histoire ce matin. Bonbok, quels commentaires vous allez nous faire à la suite de cette histoire de Dominique Audrey? Ce n'est pas l'affaire de commérage, c'est l'affaire de jalousie entre deux frères, entre la sœur et son frère. L'affaire de jalousie et qui enrobe ça dans les écarts de comportement de son frère. C'est vrai, je veux dire, précisément, elle dit « Je n'aime pas mon frère ». Parce que maman le chouchoute, maman l'a adopté. Elle a l'impression que maman l'aime plus que les autres. Il est né un sentiment de jalousie qui fait que son frère peut porter les babouches à l'envers, ça va être un problème d'état. Et si en plus de ces écarts de comportement on peut avoir, il y en a qui l'ont touché depuis près, notamment cet avortement réel ou imaginé, et là, ce sera la guerre mondiale toute faite. Donc, en fait, ce sont là les conséquences du sentiment de jalousie qu'une fille nourrit à l'égard de son frère, qui est aimé beaucoup par sa maman. Nous en trouvons, généralement. Ça existe. Généralement, le premier cas qui arrive souvent, c'est que les mamans aiment beaucoup les garçons qui portent le nom de leur papa. C'est-à-dire, c'est automatique, elles n'ont pas fait d'assemblée générale pour cela. On ne sait pas, c'est son père. C'est son père. C'est son père. D'ailleurs, c'est le sentiment qui est partout. Vous allez en Asie, vous allez trouver cela. Vous allez partout, vous allez trouver ça. C'est naturel.
ne va expliquer. Mais est-ce que ça veut dire que laisser ou alors noyer les écarts de comportement d'un enfant voudrait dire que la maman n'aime pas les autres? Non. Non. Mais comme les enfants vivent dans une espèce de concurrence, et chacun veut gagner la confiance des parents, et ainsi de suite, ils commencent à juger et c'est mauvais. C'est très mauvais quand on grandit dans cette atmosphère-là et qu'il faudrait que maman s'en rende compte. S'en rende compte, essaye en fait, est-ce que je peux parler d'équilibre? Oui, peut-être, mais de ramener les autres enfants à leur dire que maintenant, je n'aime pas plus votre frère que vous. Je n'aime pas plus votre frère que vous. En plus de ça, la mère et sa fille, il y a une certaine complicité. Mais lorsque la fille commence à grandir, elle aussi, elle est portée vers son papa. Parce que ça aussi, vous verrez certains papas qui aiment les filles qui portent le nom de leur maman. C'est sa mère ou sa belle-mère. Donc, en réalité, tout dépend de sa mère. Le papa est porté vers ça. C'est sa mère. Il ne l'appellera jamais par son nom. Maman, 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 maman. Petite maman, voilà. Donc, ça existe. Il appartient aux parents de regarder. Et ça fait d'ailleurs partie de l'éducation que la femme doit inculquer à les enfants. Donc, le sens d'observation. De la même manière qu'il y a certains enfants qui mangent vite. Nous qui, par exemple, on nous donnait exprès la nourriture dans un même bol, dans une même assiette. Et maman regardait, observait, c'était comment est-ce qu'il y en a qui mangent plus vite, il y en a, voilà. Il arrivait des familles, quelquefois, où il y en a un galin qui crache sur la nourriture pour que les autres frères les lâchent la nourriture. Donc, il y a des situations comme ça où vous êtes à 4, on met 3 morceaux de viande. On aimerait savoir comment vous partagez ces choses. Donc, c'est comme ça, cette maman n'a pas eu le temps d'étudier, d'apprécier le comportement de ses enfants. Parce que, quoi qu'on dise, vous avez le même sang, mais chaque être humain est un individu. Donc, est une personne à part qui a des sentiments, qui peut... On va décider. Mais lorsque le garçon lui rentre déjà dans une espèce de commérage, c'est le quartier qu'il entend, les premières familles sont dehors, il y a quand même de quoi s'en inquiéter. C'est un mauvais garçon, c'est un mauvais garçon. Donc, à qui la faute, au garçon ou à l'éducation maternelle? C'est la maman. L'éducation des enfants incombe à la maman. D'abord, le père ne connaît pas l'enfant jusqu'à 7 ans, jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est à partir de 8 ans que papa va commencer à s'intéresser un peu à l'enfant. Mais pendant toute cette période, même c'est maman. Maintenant, même à 7 ans, entre 8 et 14 ans, c'est toujours maman. Parce qu'elle a commencé à observer les écarts de conduite, de comportement. Elle doit dire, en principe, les vraies mamans. Quand elle blâme, elle sait qu'il y a un enfant qui est rebelle, qui a un esprit rebelle, va dire, je vais dire à ton père. Je vais dire à ton père. Donc c'est la maman qui commence à installer l'autorité du peuple. Mais quand elle pense que le mari elle est là, n'est pas là, il va commencer à vivre. Donc ça revient à une situation vraiment ingérable, comme ça semble être le cas. C'est l'opinion de Bonbon Bengan ce matin. Avec vous, Charles Amel Bachou, c'est quand même une situation, on va dire, déplorable pour la petite famille, pour la fille en même temps, qui va quand même déjà au point de détester son frère. Mais c'est assez grave. Est-ce qu'on devrait lui donner cette lassitude-là? Il faut réparer ça quand même. Il y a un proverbe bantou qui dit « Celui ou l'enfant mâle qui grandit à la cuisine finit par porter la grossesse. » L'enfant mâle qui grandit à la cuisine finit par porter la grossesse. Pour dire quoi? Pour dire que dans le principe de l'éducation de l'enfant, de 0 à 10 ans, laisse l'enfant aller partout. Mon boncle l'a dit tout à l'heure. L'enfant est à la cuisine, il est dans la chambre de sa mère, il est sur le lit de sa mère, de sa maman. Parfois, vous avez des enfants qui, de 0 à 10 ans, insistent à dormir avec papa sur le lit de maman. On permet à cet enfant. De 0 à 10 ans, l'enfant peut s'amuser comme il peut. Après la circoncision de l'enfant mâle, tout s'arrête. Le père, en principe, crache sur le balai et le frappe à l'épaule pour lui dire c'est terminé avec la cuisine. On répartit les tâches de la maison, les tâches du mâle et les tâches de la femelle.
Ça suppose entre 10 et 20 ans, l'enfant qui devient disciple accompagne désormais son père. Son père lui dit, accompagne-moi, je vais à tel endroit. Allons. Quand tu rentres, il se rassure en te laissant. Si tu vas aller faire le commérage à ta mère. Parce que la mère attend toujours l'enfant. Tu étais où même avec ton père? Ton père t'a amené où? C'est là où le père se rassure de ceci que l'enfant sait garder. Moi, j'ai eu la chance que mon père me mettait dans le sac Mokuta. Parfois, il me mettait dans un sac. Il a j'ai dit, accompagne-moi quelque part. Nous arrivons, il dépose le sac. Il dit vraiment, le sac s'y pèse, je suis là. Tout ce qui se dit, j'entends. Lorsqu'on sort, on finit là, il reprend son sac, on arrive, il ouvre, il me dit, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que tu as suivi? Je lui fais. Parfois, il engage une conversation, il laisse les personnes, il sort. Vous restez causés, vous discutez. Le sac Mokuta est là. Vous êtes un esprit. C'est une façon de dire, c'est pour vous dire que nous avons été formés à une très bonne école. Une très bonne école. Et c'est là où l'enfant écoute. C'est comme ça qu'on éduque l'enfant mal. Après, c'est le soir, quand les parents sont en train de discuter, on fait venir le garçon. On dit au garçon, assieds-toi là. Pendant ce temps, c'est pas fumer les grosses pipes de l'époque. L'enfant était là en dessous pour souffler sur la pipe afin de raviver. Si ce n'était pas ça, l'enfant était en train de ramasser les verres, aller laver, courir, aller acheter le vin. Donc voilà. Passé cet âge, on introduisait les enfants dans les sociétés secrètes. Notamment les sociétés secrètes. La toute première société secrète, c'est la société secrète du chimpanzé. Parce que là, le sang bout encore. On va très bien dans ça. Je dis, on introduit l'enfant dans la société secrète. Vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas critiquer ce que vous ne connaissez pas. Je vous dis ce que j'ai fait. Parce qu'à 20-30 ans, ça bouge, c'est des bagarres. On vous fait introduire dans cette société secrète. Et lorsque vous entrez, vous savez que le chimpanzé, il bouge beaucoup. Le chimpanzé, il a une façon d'agir. On vous enseigne ces rudiments dans cette société secrète. Comment vous faites ça, vous prédispose. Après cela, vous aurez le choix d'aller là où vous voulez. Donc, cet enfant n'a pas reçu une éducation. Cette éducation à la vie. Il a plutôt grandi à la cuisine et il a porté une très belle grossesse. Et la grossesse qu'il a portée, tout le monde voit cette grossesse qui est en train de se développer. Peut-on le récupérer? Je dirais oui, mais je dirais difficilement non. Parce que vous savez, quand quelqu'un comme ça, il se retrouve dans un milieu, on a souvent cette habitude. Lorsqu'on commence des conversations, il y a des gens que lorsqu'ils arrivent, on se tait. On ne parle plus. C'est ce type de personne parce qu'on se dit il va récupérer. Donc il va se retrouver marginalisé. Il sera plus accepté dans le milieu des femmes que dans le milieu d'hommes. Donc c'est pour ça que vous entendez souvent quand les gens discutent, c'est une femme. Oui, on peut le récupérer. On peut le récupérer si on part à zéro. On remet la pendule à zéro avec lui, avec des méthodes encore qui sont, on peut le dire, encore d'actualité. On peut essayer de revenir à ça. Mais la fracture est déjà consommée entre lui et sa sœur. Il faudrait que la maman revienne. Un frère qui va dire au quartier que sa sœur s'est fait avorter, vraiment ça veut dire qu'ils ont grandi, ils ont tout eu, sauf l'amour. Sauf l'amour. Comment dire, cette filiation qui unit le frère et la sœur. Maman peut-être a échoué sur ce coup-là, mais il va falloir quand même trouver le choix. Il va falloir quand même trouver le moyen de réparer ça, permettre au garçon d'être vraiment réintroduit, permettre à la fille elle-même. Mais si le père ne vit pas, qui va le faire? C'est fini. En tout cas, donnons la parole à Karine Santia qui va apprécier à sa façon. Il faut quand même qu'il y ait justement ces liens qui soient renforcés entre les deux. Et il faut au moins se donner des pistes de solutions, Karine Santia. Oui, ce que je comprends par rapport à l'histoire de ce matin, c'est que les blessures gardées dans le cœur finissent par pourrir. Et la puanteur peut vous pousser à la violence. L'histoire de ce matin nous enseigne comment est-ce que les parents trouvent difficile l'éducation des enfants au même moment, la fille et le garçon. C'est pourquoi l'éducation des enfants doit être quelque chose de conjoint. Ce n'est pas une seule personne. Parce que vous allez vous rendre compte que lorsque une seule personne donne l'éducation à l'enfant, il y a toujours tendance à ce que l'éducation la dérape. Parce que les mamans sont trop surprotectrices sur leurs enfants et les papas sont toujours dans la réserve avec les enfants. Vous voyez que une seule personne qui surprotège et l'autre, si c'est un seul homme qui éduque les enfants, vous allez voir que les enfants seront amenés à toujours être timides parce que le papa est parfois un peu brutal, un peu violent dans les mots et tout ça et dans les actions. Et la maman parfois, tellement elle est surprotectrice que l'enfant ne sait pas qu'il y a les limites
dans les actions. Donc, il peut faire tout ce qu'il veut, il y aura toujours maman pour venir le protéger. Et c'est ça qui rend difficile l'éducation des enfants. Donc, ça n'incombe pas à une personne. C'est pourquoi on ne fait pas l'enfant seul. C'est pourquoi c'est deux personnes qui font les enfants. Donc vous croyez que le père n'a pas assumé, je ne sais pas, l'histoire du matin ne nous dit pas qu'il y a un père dans la famille. C'est pourquoi je dis l'éducation des enfants. Quand c'est une seule personne qui l'a fait, il faut vraiment faire attention. Maintenant, quand je disais tantôt que les blessures qui sont gardées à cœur pourrissent, c'est pourquoi? Parce que vous sentez une fille qui a gardé son frère en cœur par rapport à tout ce qu'il lui a déjà fait jusqu'ici, par rapport à tout ce qu'elle a déjà vécu et ce dont elle a été témoin jusqu'ici avec sa maman, et elle découvre encore qu'il fait ce genre de commérage sur elle. Je vous assure que la blessure ne va que s'aggraver et elle ne va que sentir au final. C'est pourquoi dans certaines maisons, moi je suis souvent très d'accord lorsque j'entends par exemple que deux frères, un frère et une soeur se sont chamaillés, ils sont arrivés aux mains. Vous savez pourquoi? Parce que c'est par rapport à ce genre d'échange qu'on sait qui est capable de protéger qui. Quand vous voyez votre fils bagarrer avec votre fille, s'il tire ses cheveux, sachez que ce gars-là peut tuer sa soeur un jour. Mais s'il lui donne une gifle et s'en va, sachez qu'il peut la protéger. C'est pourquoi je dis, dans l'histoire du jour, la mère a fait de la fille le garçon et elle a fait du garçon la fille. Du coup, elle est désemparée. Elle ne sait pas quel sens elle peut employer pour parler à son frère. Et je le dis encore, il faudra un jour qu'elle provoque le choc pour que ça se gâte. Et là, maintenant, on pourra mieux arranger. Parce que s'ils ne se disent pas les vérités, c'est-à-dire, comme elle vient nous raconter, là, si elle n'a jamais eu à dire ça à son frère, je vous assure qu'ils ne vont jamais se supporter. Et pourtant, ils sont appelés à être des frères jusqu'à ce que la mort arrive. Donc, il faut que cette fille Sandrine qui a soulevé le problème aujourd'hui, un jour, elle aille vers Claude et elle lui dise que vraiment, moi, je n'aime pas ton attitude. Quand tu racontes des choses dans le quartier, comme ça m'énerve. Et quand tu fais ça, comme ça, j'ai honte à marcher dans la route. Tu racontes du manchon sur moi et tout. S'il se met sur la défensive et je dis que non, tu as besoin de me parler, j'ai ma petite soeur, voilà. Il faut choquer. Parfois, il faut ça. Pourquoi? Pour avoir son autorité, c'est ça? Non, pas pour l'autorité. Pour que les vérités sortent. Parce que quand vous allez choquer dans la bagarre, il y aura des mots. Dans les échanges, il y aura des mots. Vous allez vraiment savoir ce que votre frère pense de vous. Et en fonction de ça, la maman pourra écouter ce que ses enfants pensent l'un de l'autre. Et là, maintenant, on pourra s'asseoir, si c'est un oncle, si c'est une tante, pour s'asseoir et discuter et arranger le problème. Mais tant que les deux là ne se disent pas les choses face à face, ça va pourrir. Sacrée Karine Santia ce matin. Vous savez, c'est Karine Santia qui sait bien dire les choses à sa manière. Et puis, nous respectons cela. Madame, monsieur, allez, Dominique Audrey, Oyengelek, il est important de respecter quand même, oui, il est important de respecter les dignités et même l'élément, on va dire la place de la famille qui est sacrée. Il faut quand même sauver cette fille et sauver également le garçon. Vous qui êtes femme, vous qui êtes sœur, vous qui êtes, je suppose également tante, si vous aviez un cas pareil, quelle solution préconiserez-vous? Je le mets en quarantaine. Je ne lui parlerai plus jamais. Plus jamais, parce qu'il n'est pas question que les histoires de famille, parce que moi j'ai horreur de ça. Quand on a un problème dans la famille, même si c'est le cousin, je veux dire, si je suis avec ma mère, mon père, mon frère et moi, si on a un problème entre nous quatre, nos cousins n'ont même pas besoin de savoir ça. Combien de fois l'extérieur? Moi j'ai horreur des pipelettes. Malheureusement, l'éducation que sa mère lui a donnée aujourd'hui va être remise en question. Parce que dès le bas âge, lorsque vous avez un enfant qui court, qui est dans la cour, il est avec les voisins, il vient en courant, il vous dit « Maman, la mère de papy a acheté les babouches. » Vous devez demander à l'enfant « Tu me dis ça pourquoi? Je t'ai envoyé faire quelque chose là-bas. » Et plus jamais, cet enfant ne viendra faire ce genre de rapport-là. Maintenant, malheureusement, dans la société, dans notre entourage, ça va au-delà des familles. Ça se voit entre amis également et beaucoup plus dans le monde du travail. Parce que on a des hommes aujourd'hui qui se présentent, qui s'affichent un peu comme des pipelettes, comme des commères. Et malheureusement, lorsqu'on est un homme, c'est
c'est grave. Je me demande comment ça va se passer lorsqu'il aura son foyer, parce qu'à 30 ans, moi je vois très mal comment on peut sauver un homme de cet âge-là qui passe le temps à contrôler par la fenêtre si le voisin est rentré, s'il a acheté du pain aujourd'hui, si ce que la voisine a comme vêtements. Ça, c'est le travail des femmes généralement. On sait que ce sont les femmes qui font ce genre de choses. Aujourd'hui, moi, j'ai même envie de m'interroger sur la sexualité de ce Claude-là. Donc, vivement... Vous ne vous interrogez pas sur l'éducation de la maman? Si, j'ai dit que sa mère a raté dès le départ, parce que l'enfant commence à très jeune, pain bonbon. C'est que quand l'enfant voit quelque chose chez la voisine, il court, il vient dire à sa mère. C'est à sa mère de dire, ne fais plus jamais ça. Je ne t'ai pas envoyé surveiller les voisins. Vous tapez même sa bouche. Il ne va plus jamais faire ça. Ou bien s'il fait, il ne vous dira rien. Et c'est comme ça qu'on va arrêter ça. Donc maintenant, les personnes à qui on raconte aussi ces choses-là ont une moralité douteuse. Parce que lorsque quelqu'un vient faire du commérage sur quelqu'un, en ce qui concerne une personne, vous devez lui poser la question, en quoi cette information, si elle est vraie, m'est-elle utile? Qu'on vienne vous dire que quelqu'un a fait ci ou telle autre chose, en quoi est-ce que ça vous aide? Donc, si vous posez cette question même à la personne qui vient vous raconter ces âneries, je suis sûre qu'on va mettre fin à cette histoire qui est très nocive sur le plan émotionnel pour la personne dont il est question. Parce que Sandrine, aujourd'hui, peut avoir sa santé émotionnelle qui sera affectée. Tout le monde sait comment est-ce qu'on catalogue des filles qui ont procédé à des avortements dans les quartiers. Tout le monde le sait. Généralement, elles ont du mal à s'en remettre. Donc vraiment que ça vienne de son frère. Moi, si j'avais la possibilité, à la place de Sandrine, si j'avais les moyens, de l'argent, un travail, moi je partirais de cette maison et je le laisserais avec sa mère. D'accord. Point de vue de Dominique Audrey Oyengelek ce matin sur l'histoire du jour. Charles Amen Bachou qui semble, qui brûle d'envie justement de rebondir au propos de Dominique Audrey. Il faut dire aux femmes qu'elles arrêtent de développer la féminité chez l'homme. On veut te tuer, fais attention, si tel te donne à manger, c'est ça. Ce sont ces femmes qui, non, ne sont pas, ne saluent pas tel. C'est les femmes qui provoquent ça. Vous allez vous rendre compte que même dans le mariage, il y a des hommes qui ont des difficultés, qui se rabattent toujours sur leur maman. Vous allez vous rendre compte que moins de choses, il est en train d'appeler sa mère, cachée dans la chambre, parce que les mamans créent ce qu'on appelle les paravents. C'est pour ça que vous allez voir. À Bafoussam, par exemple, il y a une cérémonie, ce qu'ils appellent le Nyang Nyang. Pendant 9 semaines, on prépare l'enfant. On éduque l'enfant. Comment est-ce que l'enfant... On apprend à l'enfant à garder, à couper ce cordon avec la maman. Les garçons qui sont trop liés à leur maman finissent par échouer et finissent par être là. Je pense qu'on ne peut pas couper là de suite. On ne peut pas dire on va couper. Il faudrait qu'on extirpe le garçon. On le ramène, on le renvoie chez un homme. Il a 30 ans quand même. 30 ans, arrivé dans une maison, on ne peut plus l'éduquer. Arrivé dans une maison, il sera plutôt un rival parce qu'il va chercher à prendre la femme de son oncle, la femme de son frère. Donc je crois que c'est un peu mal parti. Qu'on lui trouve peut-être une femme, elle va passer. Que vous inspire bien sûr l'histoire de Sandrine ce matin? Madame, monsieur, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. On va les lire tout à l'heure. Vraiment. C'est certainement ce que vous aussi, vous aviez vécu, peut-être ça une fois de votre vie. On va vous lire. Dans un instant, allons tout de suite revoir ce que nous propose ce matin, la colère du jour. Et pour cette colère, madame, monsieur, attention, Charles Hamel est très fâché ce matin. Je m'interroge ce jour sur la question des constructions anarchiques dans ce pays. Quel est le rôle de la mairie, de la ville, dans les constructions désormais devenues anarchiques? Quelle est encore la valeur de ce qu'on appelle permis de bâtir? A-t-il une fonction? S'il arrivait qu'on fasse le tour des différents quartiers et qu'on demande l'autorisation de bâtir à toutes les différentes constructions, aurons-nous cette chance de pouvoir recevoir présentation de ce fameux petit sésame? Point d'interrogation. Où sont passés les contrôles de conformité administrative qui devraient s'assurer de la qualité de construction sur le périmètre urbain, dans les zones structurées, les zones à statut spécial ou particulier? On construit mal dans ce pays
sans aucun respect des normes, mieux respect du plan d'occupation des sols et du schéma directeur. 85% de constructions sont dans l'illégalité avec les conséquences que l'on connaît. Comment comprendre que des maisons, lorsqu'elles sortent de terre, ne subissent pas la présence de ces agents du contrôle de conformité pour se rassurer de ceci, que la maison suit le plan, que l'alignement même est conforme? Que non, c'est lorsque les routes veulent passer qu'on parle de déguerpissement, qu'on parle de démolition. Combien de fois des immeubles se sont déjà écroulés dans ce pays? Douala en a connu. Tout récemment, c'est au Bili, là-bas à Yaoundé, où on a vu tout un immeuble s'écrouler avec des familles à l'intérieur. Lorsqu'on construisait ces immeubles, où étaient, entre guillemets, les responsables de la mairie de la ville? Comment comprendre que les autorités peinent elles-mêmes à juguler le problème d'occupation anarchique des sols depuis des années dans ce pays? Pourtant, ce n'est pas un code de l'habitat qui manque. Le code de l'habitat est là, bien écrit, où tout transparaît. Faites un tour pour contempler et apprécier les immeubles appartenant à des particuliers construits dans les 5 arrondissements, les 6 arrondissements du Fourie. Les lotissements de la Société d'aménagement de Douala et de la Maïture, situés à Bangabakoko, les constructions érigées dans la zone industrielle de Bonabéry et de Bassa, ainsi que des édifices élevés dans la zone portuaire. Comment comprendre que les populations s'entêtent à bâtir des maisons sur les lits des cours d'eau, les flancs de collines, les marécages et autres zones à risque impropres à la construction? Ce même alors qu'elles ont été sensibilisées pour certaines sur les risques qu'elles encourent ou ont été priées de quitter la zone pour leur propre sécurité. On construit partout, près des drains, même les drains nouvellement aménagés, ça pousse déjà. Des lignes ferroviaires, des aéroports, des axes routiers, des ravins, des bas-fonds. Comment comprendre que les marécages soient désormais, je peux vous assurer, plus prisés qu'ailleurs? Était-ce à cause du coût? Point d'interrogation. Les bas-fonds et les abords des cours d'eau qui traversent les villes sont devenus de véritables terrains où sortent chaque jour de terre des bâtiments dont l'emplacement et la voie d'accès laissent à désirer. Dans les quartiers, vieux ou nouveaux, se développent au quotidien de curieuses juxtapositions. Villas modernes, porcheries, poulaillers, dépôts de planches, écoles, crèches, bars, puits, latrines, dépôts de gaz, stations-service, maisons d'habitation. C'est le cas par exemple à Ebolova, Bafoussam, Douala, plus précisément à Ebolova, où des maisons continuent à être construites sur le versant des collines de la ville, malgré l'existence de plusieurs arrêtés préfectoraux. Dans les quartiers se développent au quotidien des désordres. Un désordre qui ne dit pas son nom, qui finit par dépasser et les chefs de bloc, et les chefs de quartier, et les chefs de village. Comment comprendre que c'est seuls les accidents ou catastrophes, à l'exemple de Ngouaché, qui poussent généralement soit les populations à plier bagages, soit les autorités à procéder au déguerpissement? Comment comprendre que les maisons d'habitation poussent comme des champignons au mépris du respect des mesures de sécurité prescrites par les autorités administratives? Protection civile, où es-tu? Comment comprendre que les zones à risque jadis inoccupées soient envahies par les habitants en l'absence d'un plan directeur d'urbanisation actualisé de la ville? Savez-vous qu'avec tous les risques imaginables pour des milliers de citoyens, du fait de probables inondations ou détournements et déboulements, somme toute prévisibles, les ONG sont fatiguées d'interpeller le gouvernement silencieux. Il n'y a qu'à voir dans certains quartiers des rochers suspendus au-dessus de plusieurs dizaines d'habitations, comme en Colbisson, comme au niveau de Tétac, comme au niveau de l'église messianique évangélique, comme au niveau de Mendon. Vous avez un rocher bien fixé, divisé en deux, qui à tout moment va s'écrouler. On dit là-bas, c'est Dieu qui nous garde. Savez-vous qu'à force de reconnaître et d'accéder à ce type de comportement, on a l'impression qu'au Cameroun, c'est le cataclysme qui engendre généralement tout ce qui est norme.
Une situation qui est connue de tous aujourd'hui au Cameroun, madame, monsieur. Vous savez, les constructions anarchiques, on en trouve partout au Cameroun. Et Charles Amel Mathieu a très bien fait de se demander qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'autorité municipale. Est-ce que cette autorité... Non, je parle de mairie de ville. Bon, je n'ai pas voulu dire communauté urbaine. D'accord. Je dis mon mairie de ville. Très bien. Est-ce que, oui, c'est l'autorité municipale de la ville. Est-ce que l'autorité municipale de la ville joue encore son rôle? C'est important. Mais vous savez également, Charles Amel Mathieu, moi qui viens d'arriver à Douala, il y a quelques temps, je me suis amusé en passant à Koto, à l'endroit baptisé, appelé cité Sik-Koto, où on a vu également là-bas quelqu'un ériger un R+4 sur des anciennes constructions justement de la SIC, sans respecter Des anciennes constructions de la SIC, effectivement. C'est du béton coulé, c'est du béton coulé tout simplement. Il n'y a rien, aucune assise là-dessus. Et l'histoire également que vous racontez ce matin est d'autant plus pertinente que lorsque les populations de ces environnements-là, lorsque vous les écoutez, vous vous rendez compte en fait que ce monsieur a pratiquement défié même l'autorité de la ville. Donc, quand on l'interpelle, il vous fait savoir que, voilà, je suis la mairie, je suis la communauté urbaine. Il aurait même pris des voitures qu'il est venu justement mettre à l'endroit, effectivement, pour empêcher, effectivement, que ceux qui sont autour de lui puissent profiter même de l'exploitation d'un éventuel espace. C'est assez compliqué. Bon, on va quand même se poser des questions, bon, Bengan, ce matin. Est-ce que, aujourd'hui, lorsqu'on est dans une ville qui doit être construite, et qu'il y ait des constructions anarchiques, c'est qui le problème fondamentalement? N'est-ce pas le maire lui-même, le maire de la ville? Oui, absolument. En fait, les villes du Cameroun doivent être cassées et reconstruites. Parce qu'il y a souvent une expression qu'on utilise, que les urbanistes utilisent, là on dit on remonte la ville. Ça veut dire quoi? On aménage, on permet aux villes de construire des maisons en état. Non. Toutes nos villes sont à détruire si nous voulons nous conformer à la ville moderne. Pourquoi? Parce que ce que Charles Amel développe, c'est les conséquences d'une seule chose. La ville moderne nous a surpris dans nos villages. Est-ce que les habitants d'Akwa sont dans la ville ou sont dans leur village? Nous qui venons d'ailleurs, nous disons nous allons en ville. Mais ceux qui sont nés à Akwa sont dans leur village. Il en est de même à Bali, à Bonanjo, partout. En Lonkak, quand vous allez, vous dites j'habite Lonkak, je suis en ville. Mais ceux qui sont à Lonkak sont dans leur village. Il en est de même de Toudi, de tout ce que vous voulez. Ouais. Il en est de même de Bamangoum, de Ngwaché. Ngwaché, vous êtes c'est leur village. Mais vous dites, vous allez en ville. C'est ça le problème. Donc la ville moderne a surpris les villages. Et on a procédé par des rafistolages. À un moment donné, Charles Amel a évoqué, ici par exemple, on vous parlerait d'un colonel qui s'appelait Berthaud. Il a essayé de faire, voilà. Donc, on pensait qu'effectivement, puisque on ne peut pas casser tout le monde et reconstruire, il fallait quand même procéder à des réajustements pour que l'exode urbain, l'exode rural, et dans les gens qui viennent, les entreprises qui naissent, qu'on puisse avoir des espaces pour construire. C'est ça qu'il appelle l'occupation du sol. Mais le laxisme de l'administration, ajouté au laxisme des autorités municipales, comme vous avez dit, parce qu'en fait, c'est le sous-préfet qui est le président de la commission de consultation de délivrance des titres fonciers. Voilà, d'abord au niveau de l'administration, ça fout. On n'a pas pensé la ville, on n'a pas pensé à réaménager la ville par laxisme et autres. L'autre chose, l'État au Cameroun a quand même essayé d'élaborer, de mettre en place des structures pour rattraper. Mais là aussi, la lenteur administrative, la bureaucratie, tout ce que vous voulez, la corruption a engagé tout. La maïture devait aménager les espaces pour permettre à la SIC et à un financier qui s'appelle Crédit Foncier de permettre aux Camerounais de pouvoir faire des maisons acceptables ou adéquates. Et la MAGSI devait aménager de l'autre côté pour qu'on ait des zones industrielles que lorsque les entreprises créent ne soient pas à l'emporte-pièce. Donc on ne peut pas installer n'importe quelle entreprise n'importe où.
tant bien que mal, vous avez entendu ici même que l'État a pris là parce que le Marxisme venait après, les populations sont érigées, l'État n'a même pas enlevé certaines populations de certains endroits, n'a plus reconstruit. Après, les mêmes populations sont revenues, les affaires dire à la Cour suprême, ainsi de suite. Et il y en a même les endroits où les gens sont venus vendre les propriétés privées de l'État, dont l'État a un titre foncier ici parce qu'il voulait construire le stade pour la Coupe des Nations de 72. Après, il ne fait plus. On construit le stade, mais l'autre, on fait comment? Voilà, il y a eu trop de laxisme et, conséquence, c'est ça. La mentalité des autorités administratives, la mentalité des autorités municipales, cette mentalité encadrée par le laxisme, la corruption, et tout ça a fait que la ville a surpris le village et nous sommes dans le village qui ressemble aux villes. En fait. On ira très mal organisé en même temps. C'est vrai que, à l'exemple que Karine Sonti a donné tout à l'heure, et on parle également de construction anarchique, mais surtout de très mauvaise construction, lorsque vous allez quand même reprendre les anciens bâtiments de la SIC et que vous érigez un R+4, sans avoir fait de fouilles, vous rassurez que l'espace soit habitable ou pas. Ce n'est qu'un exemple en même temps, pour ne parler que de ça. Vous avez autour de vous pas mal de personnes qui peuvent, du jour au lendemain, perdre leur vie. Et quand on regarde quand même autour de vous, on se rend compte qu'il n'y a même peut-être pas de voie d'accès évidente qui puisse permettre aux gens de pouvoir sortir des quartiers d'entrée. Il y a quand même lieu d'interpeller au plus tôt l'autorité, les autorités, interpeller aussi même les Camerounais à prendre conscience sur comment est-ce que je bâtis ma maison? Oui, mais sauf que les autorités passent par là et parfois ces bâtisses-là appartiennent parfois aux autorités. Du coup, on interpelle la personne qui a construit la maison, qui est l'autorité, pour qu'elle fasse quoi? Pour qu'elle détruise sa propre maison. C'est de ça qu'il est question. Notre pays a un relief assez atypique qui fait en sorte que certaines constructions ne sont pas possibles partout. Du coup, vous allez vous rendre compte qu'en principe, il y a des régions, comme par exemple la région de l'Ouest, par exemple, où ce n'est pas évident de faire des maisons en étage à tout va. Parce que la terre, parfois, elle est très très molle. Du coup, vous allez vous retrouver à un moindre glissement comme ça, éboulement de terrain. Et c'est là tout le travail des autorités municipales qui sont censées permettre aux populations de s'organiser mieux en termes de construction. Est-ce que vous savez qu'il y a un formulaire de demande de permis de construire qui existe dans les mairies du Cameroun? C'est-à-dire que vous achetez votre terrain quelque part et vous voulez construire dessus, vous partez retirer ce formulaire que vous remplissez et les dossiers sont très très stricts. Est-ce que vous connaissez combien de personnes ont ces dossiers-là avant de construire? À peine vous voyez un terrain qui est vide, à peine vous avez vu l'étage dessus, à peine vous avez vu une personne qui a déguerpi une maison, à peine vous avez vu un immeuble dessus. Donc, vous avez l'impression que à une certaine époque, on voyait sur des terrains comment est-ce que des géomètres venaient parfois prendre des mesures et tout, mais de moins en moins on en voit. De moins en moins, on voit les géomètres travailler dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout de tout. L'essentiel, c'est d'avoir un toit. Et qui dit un toit, dit de l'argent pour acheter un terrain et construire une maison. Les autres formalités ne sont que du papier, mais que non. Parce qu'il y va de votre survie, de votre vie et même de celle de vos proches. Des personnes qui vivent avec vous et des personnes qui, si c'est pour mettre un site de commerce, vont en bénéficier. Et chez nous, au Cameroun, on a accepté de faire tout dans le quoi va faire. Mais quand l'État vous interpelle pour une construction anarchique, Karine Sontia, l'État vous interpelle et vous dit « Monsieur, madame, votre construction n'est pas réglementaire. L'État a les moyens nécessaires de pouvoir frapper et vous dire « Sortez de là ». Mais oui. Et l'État ne fait rien. Est-ce que l'État même n'est pas complice justement? C'est pourquoi je dis que parfois ces bâtisses-là appartiennent à l'État. Il y a des maisons ici au Cameroun, des secteurs ici au Cameroun, où lorsqu'on faisait des casses générales pour déguerpir les populations, on a esquivé certains coins. Vous vous rappelez pas là-bas à Makepe Misoke, il y a des maisons qui étaient déjà bien bâties et tout, qui ont été esquivées lors des casses. Pourquoi? Parce que la personne
a certainement une relation, soit à la mairie, soit à la communauté urbaine, ou soit à une personnalité de ce pays. Donc, on esquive. Et vous voyez que même ces drains qu'on a construits aujourd'hui, qu'on a refait aujourd'hui dans les différents quartiers de la ville, partout où on a mis ces espaces de 5 mètres entre les maisons et les rues, et les drains, c'est en train de se refermer. Pourquoi? Parce que les gens construisent encore dessus. On continue à faire ce qu'on a eu l'habitude de faire. Et chaque jour, vous entendez qu'une maison s'est écroulée. Est-ce que c'est parce que les Camerounais construisent mal? Je ne pense pas. C'est justement parce qu'on ne fait plus assez d'études du sol avant de s'installer. Vous ne pouvez pas venir mettre une maison en étage sur un terrain qui ne demande que des maisons au sol. Et c'est là où on s'en va. Douala partout est dans l'eau. Et avant de faire une maison à un R+, il faut se rapprocher de la masse, il faut se rapprocher de la communauté urbaine, il faut se rapprocher des mairies. C'est elles qui vous disent ce qu'on peut construire où. Mais les Camerounais ne le font pas. Vous savez pourquoi? Non. Parce que les personnes qui doivent dire où on doit construire, construisent aussi là-bas. Donc, il y a un souci justement à ce niveau-là. Dominique Audrey, la colère de Charles Hamel de ce matin pose un problème tout à fait sérieux quand même dans nos villes. Et il y a lieu de trouver absolument des solutions à ça. Mais quand l'autorité lui-même est bafouée, quand l'autorité lui-même s'est dit, bon d'accord, je vais assainir le milieu, et que l'autorité n'est pas écoutée, et quand même l'autorité s'engage à descendre sur le terrain avec ses engins, on trouve que l'autorité est méchante. Bon, finalement, comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Il faut déporter les villes d'un endroit à un autre, ou bien votre proposition, votre point de vue? On ne peut pas respecter une autorité qui, lorsqu'on met une croix sur une maison, la croix à détruire, et on met sur une autre, on casse celle-ci, et le voisin sur qui on a mis précédemment met la peinture, crépit le mur. Vous voulez qu'on respecte ça comment? C'est 2 poids 2 mesures. On ne peut pas respecter une personne qui tape ici parce qu'on a volé et qui donne le bonbon là-bas parce qu'on a volé. C'est comme ça. Lorsqu'on fait un selfie du Cameroun, on se rend compte que ici, malheureusement, les gens construisent dans les marécages, les gens construisent sur les flancs de montagne, les gens construisent au niveau des voies ferrées. Je crois que M. Mbachou l'avait déjà mentionné ici. C'est entre autres les quelques endroits où on peut retrouver ces constructions anarchiques-là. Malheureusement, on est contraint d'accepter que les autorités locales, les mairies de ville, bien. Oui, peut-être les autorités en charge de régenter ces villes-là ont démissionné, par exemple. Comment comprendre qu'on est en train de construire une maison dans un quartier et qu'on ne vienne mettre la croix que lorsque la maison est terminée? Où sont ces autorités-là lorsqu'on commence à sortir la maison de terre? Elles ne sont pas là. Malheureusement, aujourd'hui, ces constructions anarchiques ont des conséquences qui s'étendent un peu partout. Aujourd'hui, les inondations sont le résultat, justement, entre autres, de ces constructions anarchiques-là. Lorsque les eaux de pluie coulent et que quelqu'un est venu construire sur une voie qui était censée laisser l'eau passer, conséquence, l'eau rentre dans les maisons. Aujourd'hui, vous retrouvez des gens qui mettent les ordures, qui jettent les ordures un peu partout, à n'importe quel endroit, simplement parce qu'on a fait 3, 4, 5 maisons là. Bon, maintenant, en face de la route là-bas, on peut mettre la poubelle, alors que ce n'est pas un endroit approprié. Les mairies locales ou bien les mairies de ville devraient mettre à disposition des populations un plan local d'urbanisation. Et on doit éduquer les populations à ce que lorsqu'on envisage de construire une maison, il faut se rapprocher pour savoir quelles sont les zones viables pour un tel projet. Donc, ils doivent sortir de leur bureau. Et sortir de leur bureau, éviter de faire sortir leurs gros bras inutilement et multiplier les campagnes sur le terrain pour sensibiliser les populations. Et maintenant, s'il est question de déguerpir les populations, puisque la plupart achètent, et vous verrez même que d'autres ont même des titres fonciers, il faut chercher à dédommager et à recaser ces personnes-là et avoir des constructions archiques, je ne sais pas si on dit archiques,
quand c'est pas anarchique. D'accord. Anarchique. Charles Lamène Bachou, reconstruction anarchique dans la ville ou dans les villes du Cameroun, c'est un problème assez sensible, mais surtout, il y a lieu de craindre des pertes de vie, des vies humaines. Quand il y a des écroulements, des éboulements, il faut des solutions urgentes à cela. Le ministre, certainement, de l'Habitat aussi, est plus que jamais interpellé à prendre à bras le corps cette situation. Le ministre de l'Habitat, le ministre du Domaine, est-ce qu'il y a des terres? Tout le monde veut construire en ville. Tout le monde veut construire en ville. Et pas n'importe où. Faites un tour au tribunal à Bonanjo. Vous allez vous rendre compte combien de conflits, de litiges il y a à Bonapriso, à Bali, à Bonamoussadi. Vous allez vous rendre compte que c'est des batailles. Quelqu'un vient acheter 9 sur 10, il veut ériger R+. Plus ça monte, plus ça s'agrandit. C'est-à-dire qu'il a acheté 10 sur 30 en bas, mais en montant, il a 10 sur 60, 80. C'est comme ça que les maisons montent désormais au niveau du Cameroun. Voilà par exemple un exemple. Voilà, vous avez l'exemple même devant vous. Moi, je suppose que c'est une maison SIC, ça, quand vous regardez, ça a tout l'air d'une maison SIC. Vous voyez comment il a renforcé le bas. Il est sûr que les maigrelets poteaux, parce que c'est des maigrelets poteaux qu'il a placés, vont pouvoir supporter la bâtisse. Voilà. Voilà ce qu'on appelle une construction anarchique. Tout à l'heure, vous avez pris le cas de Koto. Il y en a plein. Vous voulez voir le vrai à quoi? Le vrai village à quoi? Traversez les immeubles, passez derrière les immeubles, vous allez voir le vrai à quoi? Les vraies images du village, comme on disait. En route, là, ça cache. Allez derrière. Est-ce qu'il y a une urbanisation même de ce village? Non. Quand vous allez à l'étranger, on vous dit voici la typologie des villages flamands. Voici la typologie des villages. Ils conservent cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir encore la véritable typologie des maisons Sawa? Je ne pense pas. Tout est détruit. Sauf peut-être quand vous passez à Dedo, vous voyez un peu la représentation allemande. Là, on a mis ici la maison de von Puttkamer, 1700 ans. À partir de là que vous pouvez... Avec les toits pointus. Avec des toits pointus, des tôles qui ont... Donc, j'estime qu'à ce niveau, il faudrait qu'on pense conserver. La conservation, ça n'existe pas. Deuxième point, nous avons des entreprises, c'est tout récemment qu'a commencé à naître la question des entreprises clés en main. Les entreprises clés en main, lorsque vous allez même vers elles, dont elles sont censées vous obtenir tous les papiers, vous livrer clés en main, ces entreprises elles-mêmes sont des bandits parce qu'elles vont construire la maison avec des matériaux douteux. On a vu plusieurs structures. Il y a même une qui a fait faillite, une ou plusieurs qui ont fait faillite, où vous remettez clés en main, on ne dose plus le barbin comme il faut. Les fers, quand vous prenez les fers de 12, on vous prend les fers de 6 ou de 3. Conséquence, le moins petit séisme, la maison s'écroule. Conséquence, et alors, si vous voulez, résultante, chacun préfère traiter avec son cousin du village qui est maçon, avec le gars du quartier, là où il est, qui se débrouille un peu en maçonnerie. Quand j'ai envie de construire ma maison, est-ce que tu peux construire? Oui. Ton terrain, c'est où? Alors, je vais voir. Il arrive, il regarde, il dit que non, le sol est bon. Je peux démarrer les travaux ici, là. Tu veux construire quoi? R plus 4, il dit c'est un petit problème grand. Même si vous faites les semaines comme vous avez vu. Parce que quand vous voyez, si la régie peut revenir sur la dernière image, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui n'est même pas allé à l'école, qui ne maîtrise même rien. Voilà. Il sait juste faire un mur droit. Quoi. Oui, un mur droit. Et c'est pas logique. C'est une école même. Et vous voyez, et quand vous regardez effectivement ce qui s'est passé à Kotor, quand je vous parle de Kotor également, bloc à la SIC, bien évidemment, au bloc E, il faut vraiment faire un tour là-bas, voir ce qui se passe, madame, monsieur, et que je vais quand même le dire, que même les autorités ont été défiées sur ce territoire ou sur cette construction, et on vous dit ça ne va pas, je suis la mairie. Allez, madame, monsieur, prenons une pause, revenons par la suite, vos messages, on les lira avec fierté. Allez, bon retour à vous, madame, messieurs. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de 10-12, le Zénith. Nous sommes toujours sur Equinox Télévision. Au-delà de l'image, nous rendons compte. Et ce matin, la colère de Charles Lamène nous a permis de rendre compte d'un fait réel dans nos villes du Cameroun. On parle vraiment des constructions anarchiques. Et d'aucuns me demandent quand même, est-ce que c'est vrai que là-bas à Kotor, on a un problème pareil? Je vous dis, allez à Kotor exactement, au lieu baptisé bloc E, puis à Kotor, il y a une construction là-bas qui est extrêmement anarchique et la crainte, effectivement, c'est qu'on puisse en mourir. Bon, de toutes les façons que... un jour qu'il y ait un écroulement, on dira qu'on n'avait pas prévenu. Même quand l'autorité prévient, le personnel ou celui qui est
détenteur de la construction vous dira non, on n'en a rien à foutre parce que mon père est G dans un ministère au Cameroun, j'ai l'autorité, je fais ce que je veux. Et quand même le maire vient, il vous dit monsieur, voilà, la SIC vient vous dire mauvaise construction, vous défiez tout le Cameroun. C'est une situation forcément à voir. Et nous interpellons plutôt justement le supermaire de la ville. Oui, je ne vous interromps pas. Dernièrement, je vous parlais d'une histoire que j'ai vécue là-bas. Là-bas, il y a à côté, à partir de la mosquée de Bonamoussa, comment on vient construire une usine, une parfumerie en pleine lieu d'habitation. Là, entre le bloc M et N. Là, c'est connu. Et il y a même un incendie qui a été déclaré. En tout cas, là-bas et tout. Et après, comme vous dites, on a défié les autorités municipales. Le maire et Banda qui est parti et tout son bureau ont essayé. Apparemment, quelqu'un avait les gros bras. Pas les gros bras qui peuvent me casser le manche, mais les gros bras qui peuvent t'envoyer à Nobel. Et tout. Donc, en tout cas, Bobo Bengan, on va donner la possibilité à Karine Sontia rapidement de nous prendre les messages de nos téléspectateurs reçus ce matin. Le problème pour cette colère se trouve au niveau de l'administration municipale. Combien de ménages dans les villes savent qu'ils doivent se rendre à la mairie avant d'engager une construction? Dès que nous avons un terrain, le souci c'est de mettre le bâtiment, parce que la mairie ne prend pas la peine pour enseigner aux populations qu'ils doivent se renseigner avant d'engager toute construction. La mairie se présente toujours quand la construction tire à sa fin pour dire de stopper les travaux ou encore à détruire. Vraiment, c'est grave. L'administration municipale doit s'organiser pour ce problème. Ghislaine Nancap qui nous a écrit. Concernant la colère du jour, j'ai personnellement assisté, je dis bien personnellement, à l'écroulement d'un immeuble de 3 étages construit avec des fers de 6 dans la ville de Fumban il y a 3 semaines. 6 morts sur le coup, dont 2 enfants et 6 et 11 ans. D'ailleurs, un correspondant de Equinox a couvert l'affaire sur place. Est-ce que la mairie ignore ce qui se passe? Est-ce que le ministère de l'Habitat ignore ce qui se passe? Regardez un peu les rails à Bessengue et Bonaberi. Au moindre déraillement, ce sera la catastrophe. Tony Frank Damchouat. Ce gars-là a besoin de quelqu'un pour lui bastonner, d'une bastonnade qui va fermer sa bouche. Il est chanceux qu'il ne vit pas avec moi. Sinon, chaque fois que j'entends mon nom dehors, quand je rentre à la maison, je le bastonne très bien. Comme ça, chaque jour, on verra s'il ne va pas changer. Ah, c'est Paul Piré qui nous écrit. Dis-lui que Audrey n'aime pas la chicotte. Il n'aime pas quand on tape sur les gens. Alors, par rapport à la colère de Charles Armé, bien, vouloir jeter un coup d'œil au quartier Mvogada, on se demanderait, même s'il existe des architectes et ingénieurs dans ce pays, il n'y a même pas de route, car pour arriver chez soi, il faut entrer dans le salon du voisin. Il y a des zones dans ce pays où il n'y a même pas de conduite d'évacuation, car plus assez de place à cause des constructions sans direction. Le véritable problème dans ce pays, c'est la corruption. Si la personne a de l'argent, il est du coup au-dessus de la loi. Odile, depuis Yaoundé. Absolument. Quand les gens vont mourir, qu'est-ce qu'on dira? Non, il y a même un problème. Vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'on dit on aurait dû, voilà ce que prévoient les textes de la République. Pour les nouveaux quartiers, on doit procéder d'abord à la voirie. Donc, on trace les routes. On procède au branchement électrique et d'eau. Et c'est après qu'on permet aux populations de s'installer. Avec, une orientation bien définie. On vous dit, par exemple, pas de clôture haute d'eux, pas de maison en étage, ainsi de suite. Mais même Bonapriso, qui devait obéir à ça, vous avez vu l'ancien bâtonnier Maître Tchunga, l'un homme de droit, il est venu, il a dit, il s'est indigné, alors qu'ils sont dans un endroit où il est interdit de faire les étages. Parce que les gens ont des piscines où ils peuvent être nus et tout. Mais on permet de construire avec des étages où c'est terrible. Non, je prends ce cas de Bonapriso parce que là-bas, on sous-entend que c'est des gens qui ont été à l'école des Blancs, qui respectent les textes de la République, qui sont même ceux qui dirigent la République.
mais qui au moins ils vous disent, ils piétinent ces textes-là. Donc même entre eux, les bobos. Lorsqu'on arrive donc à cette situation-là, comment vous allez imaginer qu'on puisse amener les gens de Vogada, dont la ville a surpris, parce qu'ils avaient le terrain qui était là, le grand-père ont laissé le terrain, qui n'était même pas borné parce qu'ils n'avaient pas de titre foncier. Maintenant, la ville commence. Comment on doit faire pour le faire? Et comment De Gaulle a fait? De Gaulle, même lorsqu'il a fait le coup d'État en mai 58 à Paris, c'était déjà, maintenant il a dit non. Ceux qui sont les propriétaires terriens, puisque vous n'avez pas les moyens, l'État vous permet de construire, vous aide à construire, mais le deuxième niveau ne vous appartient plus. Mais parce que l'État voudrait que dans les grandes avenues, les maisons soient de tel niveau. Dans les ceci, on souhaite jusqu'au niveau des clôtures. On vous dit, on ne veut pas de clôtures qui dépassent 1,5 mètre. On ne veut pas de clôtures bétonnées. On veut des clôtures telles. Donc, voilà, ici, ça a été écrit, à un moment donné, discuté et écrit, mais sauf que l'application devient que moi, j'ai les parapluies. Tu me dis quoi? Tu connais qui? Je suis le fils d'eux. Et voilà. Et ça, c'est la ville qui en pâtit. Très bien. Karine Sontia, les messages. Oui, par rapport à l'histoire du jour, je pense que cet homme est un poison aussi bien pour sa famille que pour la société. Et tout ceci est de la faute de sa mère. J'ai eu la chance que ma mère ne soit pas celle qui dise « personne ne touche mon enfant » et aujourd'hui j'en suis fière. Je ne vois pas cet individu dans une relation conjugale. Jordan depuis Bafoussam qui nous écrit ce matin. Chaque parent a une responsabilité et un rôle à jouer dans l'éducation de son enfant. Le fait qu'un homme et fils de famille ait ce genre de comportement et d'attitude démontre juste un échec de la part des parents en ce qui est de l'éducation du dit homme. Je me demande juste si cette éducation était faite pour rendre le fils successeur ou homme de maison. Odile Sass qui nous écrit ce matin. Alors, un autre message, il faut savoir qu'il y a des mamans qui ne savent pas équilibrer l'amour qu'elles démontrent aux enfants. Je conseille à la fille d'en parler avec sa maman et que cette dernière arrange ce problème. Peut-être elle ne s'en rend même pas compte de ce qu'elle a causé. Et pour oublier cela, la distance et le temps va résoudre ce problème. Qu'elle quitte son frère pour un bon bout de temps, sinon elle risque de ne jamais pardonner à son frère. Delphine depuis Ndjombe qui nous écrit. Ce grand frère ne mérite pas que sa sœur l'appelle grand frère. Sa place n'est pas parmi les hommes. Il mérite vivre en brousse. Anastasia John qui nous écrit. Les filles sont remontées ce matin. On va les comprendre. Parce que le mec aurait dit que la fille a avorté. Ah ben là, mais là, non, compliqué. ça c'est la goutte d'eau Hein, ça, qui c'est la fait goutte d'eau qui a déborder le vase. Oui. C'est vrai que les femmes n'aiment pas qu'on mette les secrets d'ailleurs. Ouais, c'est très C'est compliqué. pour ça qu'elles me détestent beaucoup. Les femmes n'aiment pas qu'on mette les secrets d'ailleurs. Et le dire de votre sœur, c'est bien. C'est pas une affaire de femme. C'est Je pas ne suis bien pas en train même. d'apprécier ce qui est dit, Ah, je suis ok. en train plutôt de combattre. Je crois que si il a un nom qu'on devait rapidement le faire intégrer la société secrète de Ouais, ouais. Ah bon Il a 30 ans déjà, la hein, c'est société compliqué. secrète. Non, on peut le faire intégrer la société, ou on peut l'envoyer s'initier au Pour qui raconte? Nyakam. Il peut faire le Nyakam, le Nyang Nyang, ça dépend. Pour qui Pour raconte se ce qui se solliciter passe un à peu. l'intérieur. Il ne là-bas? peut pas. Il ne peut pas raconter. Avec ce Je genre peux vous de- assurer qu'il ne peut pas. Avec ce Ce n'est genre pas les affaires des d'individu, blancs où vous entrez. Après, vous voyez les gens dans les églises, on m'a fait tuer, ceci, on m'a fait tuer. Ils vont raconter. Vous ne pouvez pas raconter. C'est le secret. D'accord. Ça fait peur. Allez, rapidement, madame, messieurs, nous allons, Karine Sontia avec vous, hein, retourner rapidement sur la toile, voir ce qui a marché, ce qui a bougé. Et vous prenez toujours du plaisir à nous collecter ces moments forts. Qu'est-ce qui a fait ce matin la revue des réseaux sociaux, Karine Sontia? Alors, la revue des réseaux sociaux, le premier sujet concerne notamment le Cameroun, qui depuis 1984, je parle ainsi avec le contrôle de Bombok, n'a pas eu d'annulation de sa fête nationale depuis lors. Et cette fois-ci, pour cause de Covid-19 et surtout de distanciation sociale, la fête du 20 mai et du 1er mai sont annulées
au Cameroun. Et de ce fait, les Camerounais en profitent pour demander au chef de l'État peut-être de s'adresser à la nation le 19 mai. Et certains qui disent qu'on s'attendait quand même parce que, notamment, on se rappelle bien que Cabral Liby avait fait une suggestion qu'on pouvait réduire les parades du 20 mai à la place du 20 mai, le 20 mai. Donc, cette fois-ci, annulation. Allez, on l'a appris également, Charles Amembadjou, c'est une décision quand même qui, on va dire, qui vaut son pesant d'or. Bien. Il faut protéger quand même les populations. Nous, on veut voir le chef de l'État. Moi, je veux voir le chef de l'État. S'il parle le 19, ça va ou pas? Peu importe. Malheureusement, il n'est pas jamais le 19. Oui, j'ai dit Ça peu peut être une importe. Tout ce que exception. je veux, c'est voir le chef de l'État. Est-il là? N'est-il pas là? Est-il malade? N'est-il pas malade? Tout ce qu'on veut, c'est voir. Vous savez, les Camerounais, quand vous parcourez la toile, vous entendez les gars dire oh, c'est encore jusqu'au 31 décembre qu'on va aller le voir. Écoutez un peu ce que lisez, vous allez avoir froid au dos. Mettez-vous dites un temps soit peu que vous n'êtes même plus Camerounais. Mettez-vous à la place de ces gens qui disent que vous êtes dans la maison avec votre père. Votre père a une porte secrète où il sort, il entre. Si même il y a un bruit, vous ne savez si c'est lui ou pas, parce que vous ne pouvez pas entrer dans la porte. Si même vous criez au secours, il n'a pas la peine de savoir. Il a un interrupteur. Il gère tout depuis son interrupteur. Mais le voisin il vous a allume dit les qu'il va temps. bien, Mais non? non, je n'ai pas besoin du voisin quand il faut causer à mon père. Délégation À un de moment donné, signature, on monsieur veut Badji. savoir, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là. Il a annulé la parade. La célébration, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas fêter le 1er mai. Non, on va célébrer le 1er mai. Dans le cas, nous avons toujours eu l'habitude de célébrer cette fête. Dans le cas, on n'a pas forcément eu besoin de descendre, on a toujours eu à célébrer. Oui. Mais défiler, non. C'est le défilé qui est interdit, c'est les grands rassemblements qui sont interdits. Allez, Momo Bengan, interdiction d'événements, voilà, le 1er mai et le 20 mai. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous aussi? Nous continuons dans ce qu'on peut appeler l'impasse. Nous sommes dans l'impasse, nous ne savons pas quand nous allons vaincre le coronavirus. Première chose. Deuxième chose, Vous me permettez, petite précision venant de la rédaction rapidement. On dit la fête n'est pas annulée, La fête mais n'est les pas manifestations publiques Qui sont annulés. C'est ce Sont que je annulés. vous ai dit, Merci. que la fête n'est pas annulée. C'est ce que Merci. j'ai bien précisé que non. C'est les manifestations, les grandes Parce qu'il y a un parades thème. qui sont publiques. qui sont annulées. C'est ce Très que j'ai bien. précisé. Merci, Donc, merci nous- pour la précision. d'accord. Bon, Bengan, vous poursuivez. moi, un indigène, je ne me comprends pas. La fête n'est pas annulée, les manifestations sont annulées. Ça veut dire quoi? Quand il y a En fête, il n'y a pas français, simple, manifestation. parce que- En Vraiment. français simple, ça veut dire quoi? Que Il n'y a pas la fête. Voilà, donc, non, en français simple, ça veut dire quoi? Le Cameroun ne va pas célébrer Le 20 en mai. grande pompe sa fête nationale le 20 mai. Il n'y aura pas de Mais défilé. on va donc, la fête n'est pas annulée, on va dire journée déclarée fériée chômée dans tous les tarifs du on défile territoire. dans nos maisons. Voilà, on reste à la maison. Non. D'abord, c'est une bonne chose, moi j'apprécie, c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de regroupement parce Oui. que le gouvernement nous a montré que Covid, là, on est dans l'impasse. Les infections, les contaminations, les morts continuent. Et on n'est pas sûr de contenir cela avant le 20 mai. Donc c'est bon, pour moi c'est bon le 1er mai On est également. sûr pour le 1er juin. Non, le 1er juin viendra. Justement, Donc on pourra proroger encore. tout ce que j'aurais bien voulu lancer, sans vous couper mon bord, j'aurais bien voulu lancer Dominique Audrey sur la question effectivement du 1er juin, parce qu'à l'entendre l'émission, elle a semblé nous faire savoir que interdire une manifestation publique le 1er mai et le 20 mai, qu'est-ce qu'on fera du 1er juin, retour des classes? Oui, justement, moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment on peut dire que non, vraiment, par rapport à la maladie, on ne pourra pas se retrouver pour célébrer la fête du travail et la fête du 20 mai, mais qu'on demande que qu'on nous annonce que l'école va reprendre. Ça s'explique comment? Vous avez parlé de sensiblement 10 jours après la fête du 20 mai. Donc, en 10 jours, on sera sûr et certain que les enfants seront à l'abri de ce Covid-là. Non, il faudrait qu'il y ait un peu de cohérence au niveau de la gestion Très bien. de ces choses-là. Très Mais bien. c'est déjà une très bonne chose, vraiment, qu'il n'y ait pas de rassemblement, vraiment, qu'on n'expose pas les Camerounais
parce que je suis d'ailleurs sûre que très peu de personnes se seraient déportées pour cet endroit-là, tant qu'on n'a pas encore stabilisé, entre guillemets, cette maladie. Donc maintenant, il va falloir nous dire, sauf si on décide d'envoyer les enfants à l'école le 1er juin, mes questions demeurent. Comment est-ce qu'on va équiper les enseignants? Est-ce que dans les salles de classe, on va respecter la distance d'1 mètre entre chaque élève? Comment ça va se passer dans les récréations, dans les cours de récréation? Est-ce que les enfants ne joueront plus entre eux? Est-ce que, donc autant de questions, mais certainement, on va nous dire, ils nous diront, comme ils nous ont dit. Vous oubliez qu'on suit le calendrier de la France? Français. De très près, le calendrier français. Ah, d'accord. Et ils sont déjà au déconfinement, donc pareil, nous sommes un quartier. Alors que l'épidémie a été déclarée ici en prêt. Ce n'est pas mauvais. Hein. En tout cas, Charles Hamel, on peut comprendre bien sûr ta figure de style ce matin. On va respecter. Dominique Audrey, juste le temps de chuter quand même. Vous dites que vous êtes d'accord qu'il n'y ait pas d'événement, qu'il n'y ait pas de manifestation publique le 1er et le 20 mai, en attendant que cela soit levé. Qu'il n'y ait plus de manifestations publiques au Cameroun tant que les Camerounais peuvent avoir cette maladie. Très bien. Karine Sontia. Oui, j'aimerais quand même me poser une question. Dans le budget, dans le projet de loi comptant pour l'année 2020, il y a quand même le budget de la célébration de la fête nationale. Ouais. C'est ça, non? Oui, non, ça entre dans le budget de la présidence de la République. Voilà, ça veut dire que ce budget-là peut être introduit dans la lutte contre le Covid-19. Peut-être c'est dans les 2 milliards qu'on vous a donnés. Non, l'autre, tout à fait. On peut rééquilibrer les choses comme ça. On peut prendre cet argent, on peut prendre l'argent de la manifestation. Parce qu'il n'y aura pas de réception, il n'y aura pas de parade. Il n'y aura pas de réception, il n'y aura pas de parade, il n'y aura pas de porter le bataillon aéroporté de Koutaba pour Yaoundé, ainsi de suite. C'est ça qui coûte 2 milliards. Non, j'ai dit, non, il y en a beaucoup. On vous parlera de régiment amphibie qui ne va pas partir de Bamenda pour le tir, ainsi de suite. L'armée congolaise. Tu vas même loin. Prenons la situation, la fête, la mensuelle, la fête qui est organisée le 20 mai. C'est 2 réceptions. Une réception dans les jardins publics et une réception dans le palais privé. Attention, Plus ce qu'on envoie au gouverneur. Voilà. Donc, ça veut dire que tout ce budget-là peut aider. Si ça n'a pas déjà aidé. 2 milliards seulement. 2 milliards. Ouais. Mais maintenant, même si on a 2 milliards, c'est déjà quelque chose. Il faut renvoyer dans le fonds de solidarité nationale. Charles Hamel, la façon de Charles Hamel m'a fait réveiller quelque chose là. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour le chef de l'État de faire une sortie quand on l'avait fait en 1984. Voilà, le 19 mai. Il avait fait une sortie en mai quand c'était normal qu'ils disent qu'on ne fête pas. On n'a pas fêté. En fait, il n'y a pas eu de manifestation publique le 20 mai 1984 relativement au coup d'État du 6 avril cette année. Et le chef de l'État est sorti, il a dit publiquement à ses compatriotes, nous avons applaudi. Et surtout, il avait terminé ce discours-là par 3 questions fondamentales qu'on peut encore poser aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Je pense que la nature lui offre encore l'occasion aujourd'hui pour peut-être répondre à ces questions ou alors questionner. Et que Charles Hamel puisse voir son président. Si le chef de l'État dit, Charles Hamel, allons-y, rapidement. Pourquoi c'est le secrétaire général qui a signé? Mais depuis un certain temps, toutes les décisions. Il a fait une délégation de signature. La Constitution le tous les décrets jusqu'ici. Nous, on veut voir le président de la République. C'est pour ça que je vous dis, s'il fait comme en Kadouane, quand il fait un discours, peut-être que ça peut t'arranger. Oui, si on considère que le code. Qui sortent et qui nous disent que relativement à la pandémie, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est intriguant sur ces communiqués. Vous avez vu, tout le communiqué écrit en minuscule, mais au niveau de l'instruction, regardez vous-même, le président de la République. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Majuscule, que c'est lui qui a dit. C'est le respect, c'est comme ça. Même sur le papier. Oui, c'est ça. Même sur le papier. On est dans une république. Respectons la forme. Respectons la forme. Même les rédactions, au moins, là, c'est bon. On ne met pas les majuscules. Il aurait pu écrire le président en minuscule ou le chef de l'État en minuscule. Quand même. Là, à ce niveau-là, c'est quand même. En tout cas, c'est l'obséquiosité. L'obséquiosité.
Ça bouge énormément sur la toile. Ce communiqué ne laisse personne indifférent. Et les Camerounais se demandent véritablement qu'est-ce qu'il en est du chef de l'État. Est-ce qu'il parlera aux Camerounais? On sait très souvent que le 19 mai ne parle pas. On nous l'a dit, en 84, effectivement, il y a eu une exception. Il s'est adressé aux Camerounais. Peut-être c'est le moment maintenant de se réadresser à ce peuple-là, qui plus que jamais attend son discours pour nous dire comment on pourra lutter contre le Covid-19. Depuis janvier. Comment? Oui. Donc, comment? C'est le comment. Le comment on attend. Mais surtout, souvenez-vous, il y a eu cette histoire autour d'un argent qui devait être payé pour avoir bu du vin au palais pendant 1 milliard et poussière. Pour les fêtes de fin d'année. Oui, on s'en souvient bien. Donc, vraiment, mais attends, pendant si que le Covid-19 sévit, l'argent est fait pour être consommé. Si vous aussi, s'il y a l'argent, vous ne voulez pas qu'on mange. C'est comment ça? Karine Santia. Deuxième sujet cette fois-ci, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, a signé un communiqué hier dans lequel il s'insurgeait contre ces comportements qualifiés d'irresponsables, irrévérencieux, de citoyens incorrigibles, irréfléchis, aux allégations ubuesques susceptibles de porter atteinte au diplomate français Christophe Guilou. On se rappelle que dans une vidéo qui a fait le tour de la toile, l'ambassadeur de la France au Cameroun a rencontré le président Paul Biya. Suite à cette rencontre, il a fait une sortie à la chaîne nationale dans laquelle il nous expliquait que le président de la République va très bien. Et sur la toile, les Camerounais l'avaient officiellement ou officieusement nommé président de la République du Cameroun, ou alors officieusement, ou alors porte-parole du gouvernement du président de la République du Cameroun. Et suite à cela est née une pétition qui fait le tour de la toile aujourd'hui pour demander le départ de Christophe, qui est largement signé, demandant le départ de Christophe Guilou du Cameroun. Largement signé, effectivement, cette pétition. Dominique Audrey-Oyengelek, on a le sentiment tout de suite que le vrai porte-parole a réagi à la suite de toutes ces allégations et pense même que cette mise au point, c'est le moment qu'il fallait le faire pour que les gens arrêtent, bien évidemment, de distraire le peuple, mais surtout de jeter du discrédit sur l'image quand même d'un ambassadeur encore plus français en tant qu'Camerounaise. Renseignez-moi, parce qu'il y a eu plusieurs polémiques. Il y a eu la polémique avec le président et on a vu quelqu'un venir nous dire qu'il allait bien et maintenant il y a une autre qui nous dit que ne parlez pas de lui. Vous parlez de qui exactement? De quel porte-parole parlez-vous? Nous parlons du ministre de la Communication qui est le porte-parole du gouvernement. Ah, d'accord. Ce même ministre de la Communication qui a tiré sur Equinox, entre guillemets, quand il s'agissait de parler de Ngarbou, le même ministre qui, malgré le rapport incriminant quelques personnes dans l'armée, n'a pas pris sur lui de présenter même ses condoléances à la famille. Vous voulez menacer les Camerounais Donc on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas content que ce soit quelqu'un d'autre qui vient nous dire que notre président, entre guillemets, va bien. Vous ne pouvez pas, sauf si on va arrêter tout le monde, hein. On va arrêter tout le monde. Ça ne sert à rien. Vraiment, les menaces et les invectives et machin, les Camerounais, dans la plupart, du moins ceux qui sont sur Facebook ou bien ceux dont ils parlent, ne veulent plus de cet ambassadeur-là. Donc, prière de porter la voix de votre peuple. Monsieur le ministre, vous devez être du côté des Camerounais. Vous ne pouvez pas obliger les Camerounais à penser comme vous voulez. Je suis désolée. Les Camerounais ont été blessés. Ils ont été blessés dans leur amour propre de voir que ce soit quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient leur donner des nouvelles de leur pays, de leur président. Et vous ne pouvez pas leur enlever. Au contraire, vous devez, à mon avis, à mon humble avis, vous devez faire profil bas et régler d'abord l'histoire de Ngarbou après tout ce que vous avez dit. Est-ce que ce n'est pas de la distraction d'ailleurs? Parce qu'on est quand même... Nous sommes habitués, mais sauf qu'aujourd'hui, on est en train de construire un Cameroun nouveau où on est prêt on reste focus sur l'essentiel. Je parle de moi. Non, on a un Cameroun nouveau parce qu'on ne se laisse plus distraire.
Non, on est en train de La sortir. procédure d'un parcours, Nous c'est sommes un en train- Amène demande avec qui? Non, non, si je dois citer, je suis avec ma mère et mon frère. Donc nous C'est sommes un des peu les enfants. trucs qu'elle fait au Cameroun. Oui, le Cameroun nouveau d'aujourd'hui fait qu'on ne se laisse plus distraire. Donc peu importe, parce qu'il y a plein de distractions aujourd'hui. On nous lâche un truc ici, on fait une nomination là-bas, on fait une condamnation ici. Non, on sait ce qu'on veut et on sait où on veut aller. Donc quel que soit ce qui va être dit, quel que soit ce qui va être fait, on arrivera jusqu'au bout. D'accord. Maman Bengan, le gouvernement se dit outré par le comportement irresponsable et irrévérencieux contre l'ambassadeur de France au Cameroun. Je ne pense pas que les Camerounais aient manqué de respect à monsieur l'ambassadeur. L'initiateur de cette pétition est bien connu. Professeur Niamsi Franklin, agrégé de philosophie qui enseigne dans les universités françaises, notamment dans l'ancienne ville de Mongobeti qui s'appelle Rouen. Il a fait des déclarations publiques. Le gouvernement n'a enlevé aucune virgule, n'a contesté aucune virgule dans des déclarations du professeur Niamsi. Professeur Niamsi dit qu'il a appelé le service de l'ambassade à Yaoundé et des répondeurs. Il a eu le service politique qui lui a dit et là-bas, ils ne sont pas au courant. Donc, la rencontre entre monsieur l'ambassadeur Guilou et le chef de l'État camerounais n'était pas connue. Il allait plus loin, en disant l'Élysée non plus, donc l'ambassadeur représente son pays, l'Élysée non plus n'était pas au courant. Pour Niamsi, le professeur Niamsi, il se trouve que l'ambassadeur du Cameroun est dans les micmacs camerouniseries ici pour essayer de sauver le régime. Il parle au nom de son pays qui ne l'a pas mandaté. Bien qu'il soit ambassadeur, voilà ce que Niamsi. Moi, je ne connais rien. Je ne sais rien de la diplomatie. Je suis un indigène là-bas qui regarde les choses. Il dit qu'il n'a pas mandaté. Donc, il a pris sur lui. Il pense donc qu'il ne doit pas prendre sur lui de faire ni pour la France comme il l'a fait, ni pour le Cameroun, parce qu'il s'est présenté comme le porte-parole et de la présidence de la République et du gouvernement. Là, ils ne veulent pas. Il appelle donc ses compatriotes à dire que mes frères et sœurs, là où on est là, on savait que la France politique avait pris les clés de notre souveraineté, il a verrouillé, il est parti avec les clés. Mais maintenant, nous avons un Français qui représente un pays qui n'a même pas l'accord de la France, qui vient nous faire ci, nous vient ça. Demandons à ce monsieur de partir. Et c'est justement l'éveil qui voilà, moi, c'est ce qu'il a dit. Et je ne sais pas, moi je me serais attendu que le monsieur René Sadi, diplomate de carrière bien respecté, parce que je sais les gens qui l'ont encadré. Les Salomon Bakoto et tout, je peux citer, ils étaient des gars lui-même très bien formés et tout. Donc, il aurait d'abord commencé à déconstruire ce que le professeur Niamsi a dit en disant non, l'ambassadeur de Cameroun de France au Cameroun a bien, c'est bon, et nous donner les preuves. Donc, moi, c'est comme ça que je ne pas m'attendais. déconstruire Bonbon Bengan, c'est valider effectivement la thèse du professeur Niamsi. Oui, absolument, absolument. Voilà. Moi, c'est ça. Et deuxième chose, je termine par là. Attendez, 6 mois après l'élection de Macron, les Français sont descendus dans la rue. Ils lui ont dit, monsieur, on s'est trompé sur vous. Vous ne pouvez pas gérer dignement ce pays. Ils le lui ont dit, ils sont descendus dans la rue. Il y en a même beaucoup d'autres qui sont allés plus loin en lui disant, mais attendez, on ne s'était même pas bien interrogé. Vous avez raté 3 fois le concours d'entrée à l'école normale supérieure, qui est l'une des prestigieuses écoles. Comment nous nous sommes trompés comme ça? Monsieur Macron, donc, partez. Donc, voilà. Et je ne pense pas qu'à aucun moment, monsieur Macron les a traités d'antipatriotes. Voilà. Il les a plutôt appelés par des syndicats, par un certain nombre de choses, en leur disant non, c'est vrai, il y a les problèmes de finances, la situation économique et financière en Europe, c'est ceci, dans le plan mondial, c'est ceci. Essayons de voir, Donc, voilà, il ne les a jamais voués aux gémonies. Mais comment se fait-il que nous, lorsque des citoyens s'élèvent pour essayer
de dire au gouvernement, votre management n'est pas va nous amener droit au mur, on commence à les traiter d'antipatriotes. Quel est l'appareil de mesure donc, du patriotisme dans un État? Bonne question. Peut-être on aura cette réponse avec Charles Amel Bachou. Est-ce qu'il y a au moins un appareil qui puisse mesurer le patriotisme camerounais ou pas pour qu'on soit... J'ai mon appareil. Lequel? C'est quoi? J'ai mon appareil. C'est quoi? Ça s'appelle comment? Les faits. D'accord. Ah, d'accord. Très bien. Nous avons une Garbo. 14 février. Quand on a commencé à taper, c'est devenu un combat entre Aléria, Allegrosi et le ministre de la Communication. Après ça, on a eu Calibri Calibro qui est sorti. On a enterré Garbo. On est entré dans Calibri Calibro. Problème sur problème, il y a eu la réaction de Macron. Il y a eu des marches devant l'ambassade où des gens disaient que Macron, tu n'es pas camerounais. Le peuple camerounais est souverain. Il n'y a pas de pression sur le président sauf la pression atmosphérique. Des propos qui étaient tenus par des jeunes qu'on a reconnus appartenant à des partis politiques, des jeunes encadrés par un député de la République. En aucun moment, on a vu le ministre René Emmanuel Sadi sortir et traiter avec des mots ubuesques ces Camerounais qui eux aussi avaient été très irrévérencieux du chef de l'État français. Pas d'un ambassadeur, je dis du chef de l'État français. On a eu plutôt une sortie du secrétaire d'État, du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, qui a appelé les jeunes à la retenue. Dans un langage très poli, très calme. On a eu même ce même député qui a refait une autre sortie télévisée pour défendre. Alors, après ça, on a eu le Covid qui est venu nous mettre tous au pas. On est resté au pas. On a dit où est le chef de l'État, où est le chef de l'État. On nous a sorti une vidéo. Lorsqu'on se permet de démonter la vidéo, parce qu'il y a des spécialistes qui ont démonté, moi-même j'étais étonné sur YouTube, j'ai vu comment, fleur par fleur, on a déconstruit, monté, j'ai été étonné. Au moment où on veut s'intéresser à ça, on nous soit encore Gabo. Que non, calmez-vous, on a attrapé les coupables. Et c'est l'affaire de la photo. Intéressons-nous plutôt aux coupables. Donc il y a une affaire dans l'affaire. Oui, il y a beaucoup d'affaires dans l'affaire de la Vous avez compris qu'on nous distrait, on s'amuse avec nous les Camerounais. Donc vous voyez qu'on est mal parti. Non, mais écoutez, Charles Amel, alors c'est dit concrètement, l'État fait sciemment de développer des sujets autour du sujet fondamental. Vous avez compris. Pour vous distraire les et vous éloigner. Vous éloignez au maximum. Mais vous avez vu. Vous avez vu, au moment où vous voulez s'intéresser encore, quand les gens ont voulu trop creuser encore dans Garbo, on a fait la nomination de qui vous savez. La toile est tombée sur la nomination de le père d'abord, le fils aujourd'hui. Ils savent. Donc, il y a des fins stratèges à la présidence de la République qui manipulent les émotions des Camerounais, mais en pensant que les Camerounais sont bêtes. Les Camerounais ne sont pas bêtes. Les Camerounais savent là où fidèlement ils sont en train d'aller. Ce n'est pas la réaction du ministre qui va intéresser pour le moment, tant on sait qu'il y a eu plusieurs sorties de manque de respect vis-à-vis de la France, vis-à-vis du chef de l'État français, qu'en aucun moment, entre s'intéresser, demander à signer une pétition pour le départ d'un ambassadeur et aller faire du vacarme, bloquer les rues devant l'ambassade de France, qu'est-ce qui est le plus outrageant et le plus outrageux? C'est bonne question. En tout cas, les téléspectateurs nous laisseront bien évidemment leur point de vue. Et dire aussi que hier, sur les antennes d'Equinox Télévision, notamment dans le journal de 20h, Momo Bengan, vous l'avez regardé comme tout le monde, ce grand reportage qui a été à des millions de fois relayé sur les réseaux sociaux, d'ailleurs reportage salué de Jean-Paul Chouniat, qui était un reportage, grand reportage de 8 minutes où il est revenu avec tous les faits. 9 minutes 2 secondes. 9 minutes 2 secondes, merci Karine Santia. Il est revenu sur les faits, il les a repositionnés, il a présenté également ceux qui à un moment donné ont jeté le l'opprobre sur Equinox et télévision et radio, en nous traitant bien évidemment de télévision, radio, mille collines. Alors, comment apprécier justement cette réaction? Juste une virgule là-dessus, Momo Bengan. Non, le journalisme c'est quoi? C'est les faits. L'histoire c'est les faits. On les a restitués. Oui, on restitue les faits pour que on reconstitue la mémoire. Quand une situation arrive, on parle souvent, il y a ce qu'on appelle la mémoire de l'histoire. Et justement, le problème dans notre pays, c'est qu'on veut déconstruire la mémoire. Quand vous dites, est-ce que vous pouvez reconstruire, nous sommes à Douala Mangabel? Non, vous ne savez pas ce que c'est. Donc c'est ça le problème. Donc ce que Equinox a fait, c'est ça. On rétablit la mémoire collective
pour que les gens, les téléspectateurs puissent bien apprécier Et se la faire leur situation propre qui n'est opinion. pas. Donc c'est normal. Et terminer avec la conclusion qu'il y a un certain PB. Non, on risque de parler, qui a écrit un livre, Les intellectuels faussaires. Donc, ce qui écume les plateaux de télévision, je dis dans les mensonges et un certain nombre de choses. Ça, c'est un livre écrit par un Français. On salue également les faits, Charlemagne Bachou. Oui, Dans surtout ce reportage-là. que ce n'est pas quelque chose qui a été raconté. C'est des choses qui ont été dites par des acteurs qui sont vivants, Ouais. qui Sur le sont terrain. vivants sur le terrain avec les mots. Et on n'a pas paraphrasé l'ensemble. On a dit que ce qui a été fait. Donc, pour dire que vous ne pouvez pas dire que tel est un menteur. Vous dites c'est un menteur, vous vous levez, vous appelez tous vos amis, vous le raillez. Au moment où la vérité transparaît, on va dire mais tel jour, à telle date, vous avez dit si, ça concernant tel avait appuyé en précisant que tel autre était venu corroborer l'information. Et à la fin, on vous dit voici la vérité qui a transparu. Alors à vous de pouvoir vous exprimer et de présenter vos excuses parce qu'il est question à un moment donné d'humilité dans ce pays. Que les gens prennent sur eux de dire oui, on s'est trompé. En Mondo Vision, on vous a traité de X, qu'on s'excuse véritablement et qu'on reconnaisse que vous n'avez traité que les faits. Parce que là, il y a quelques mois encore, on ne donnait pas cher notre peau. On ne donnait pas cher la peau des journalistes d'Equinox. On ne donnait pas cher la peau. À peine vous y arrivez quelque part, c'était des autorités, permettez-moi, c'était des autorités de la ville qui demandaient expressément que les micros d'Equinox soient expulsés. Je vous le dis, il y a des autorités qui le faisaient en disant que colporteur, le ministre, le MINAC a dit que c'est des colporteurs, c'est radio, c'est télévision. Mais aujourd'hui que les faits sont là, qu'ils prennent la peine au moins de dire nous avons commis une erreur. Nous vous faisons notre mea culpa, nous vous présentons nos excuses, les plus plates, les plus sincères. Dominique Audrey va réagir certainement rapidement. Oui. Dominique Audrey, certainement, on se dit, ils peuvent au moins réagir, ces autorités-là, et demander des excuses à ceux qu'ils ont offensés hier. Je l'ai dit ici hier, leurs excuses ne servent à rien. Equinox, non, il le faut. Equinox, je ne pense pas qu'Equinox travaille pour eux. Je crois qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont continué, les téléspectateurs, le peuple qui a continué de faire confiance à Equinox, hier encore, a eu la confirmation de ce qu'ils sont au bon endroit pour les informations. Ces personnes-là, même si pour moi, les excuses qui ne sont pas sincères, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Il ne faut pas les donner parce qu'ils ne pensent pas. À la première occasion, je vous promets, ils vont remettre ça. Donc, ça ne sert à rien. Qui ne s'excuse pas, rien à branler. Mais le peuple, au moins, sait. Parce que c'est pour le peuple qu'on se lève tous les jours pour venir ici. Absolument. Donc, pas pour eux qui ne demandent pas les excuses. Ils ne feront jamais. Parce que pendant... On n'attend même pas. Il y a des gens, il y a eu, peut-être vous avez connu Papon, il a même été président en France. Voilà un vieil homme. Jean-Marie Papon. Je pense bien que c'est Jean-Marie. Un vieil homme qui avait trahi la France. On ne savait pas, il avait même été nommé préfet, il y a eu de hautes fonctions. Mais c'est à 80 ans qu'on a su qu'en fait, c'était un traître. Et tous les médias français étaient ligués à aller chercher Papon. Jean-Pierre Papon, partout. Ah oui, voilà, Jean-Pierre. Papon, partout. Et à présenter que non, tel monsieur il a été préfet là, il a trahi la France. Et ça, c'est pour la mémoire collective. Il faut que ces choses-là restent. Merci justement de nous la restituer. Merci à Facebook surtout. Allez, Carissa, rapidement le dernier sujet du jour. Alors, la lenteur administrative freine le chemin de fer N'Djamena, Ngaoundéré N'Djamena et décourage le Tchad. Au final, c'est 4 milliards qui ont servi, 4 milliards de francs CFA qui allaient permettre à réaliser ce projet et l'étude de faisabilité a été faite depuis 2017, sauf que aujourd'hui, après l'accord de la BAD et même de la CNDP, l'État du Cameroun n'a pas encore établi le décret permettant d'autoriser aux deux gouvernements de réaliser ce chemin de fer. Donc, le Tchad s'est tourné vers d'autres partenaires. Dominique Audrey, vraiment, on va rapidement vous donner l'occasion de réagir en 2 minutes rapidement parce qu'on a pas mal de choses encore à développer dans cette émission. Le Cameroun évolue-t-il ou pas lorsqu'on regarde qu'avec un pays frère et ami, voisin, partenaire, que le pays soit prêt, que vous ne soyez pas prêt. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça, vraiment en 2 minutes? Non, si vous essayez de comprendre ça, c'est que vous allez vouloir essayer de comprendre tout ce qui se passe au Cameroun. Mais félicitations à M. Idriss Déby
qui a pris les devants, parce que c'est aussi ça, être un président. Lorsque les choses s'imposent, lorsque les décisions s'imposent, il est bon de les prendre. Je crois que ça fait 3 à 4 ans déjà d'attente de quoi? Qu'est-ce qu'on a attendu au Cameroun pour ne pas lancer les travaux alors qu'en face, on avait déjà un pays qui était prêt? Donc, c'est comme ça qu'on doit réagir. Pour moi, tous les autres pays, si le Cameroun tarde, vous mettez de côté, vous travaillez avec les gens qui veulent travailler. Très bien. Allez, bon Bengan, cette réaction également, Charles Amel Bachou, le Tchad a compris que le Cameroun était lent et y allait ailleurs. Oui, mais il faudrait d'abord que le Cameroun revoie son système métrique. Nous avons un système métrique qui date de Mathusalem. Il faut revoir le système métrique du Cameroun. La dimension qu'on utilise aujourd'hui, la largeur des rails qu'on utilise aujourd'hui, elle est trop petite. Il faut refaire le système. Le rail camerounais, il faut le repenser. C'est tout à fait normal que le Tchad, regardez, ça, on vous dit qu'ici, le moindre impact, rapidement, on a des déraillements. Or, il faudrait revoir, élargir les rails. Le Cameroun n'a pas pensé, ne veut même pas penser, revoir son système métrique, raison pour laquelle je crois que c'est tout à fait normal que le Tchad décide d'aller voir le pays qui respecte cette norme, c'est tout. Bon Bengan. Oui, ça, nous avons eu ça en 2000 avec la création de la bourse de valeurs immobilières, de la CEMAC. C'était destiné au Cameroun. Comme le Cameroun est toujours absent, Bongo, le père à l'époque, avec le sommet de la CEMAC qui s'était N'Djamena a dit, moi je crée une bourse, voilà, vous n'êtes pas là. C'est pour ça que je suis d'avis avec Karine et les internautes qui parlent de lenteur administrative. Ce n'est pas la première fois que ça nous cause un coup. Encore que le chef de l'État en avait parlé, de la seule sortie pendant sa campagne électorale à Marois, il a dit je verrai dans quelle mesure je vais engager des études de faisabilité de la voie ferrée. Ça, c'était en 2018. Voilà. On était en 2018, Karine Santia. Allez, vraiment merci à vous, merci à tous, madame, monsieur. Allons retrouver sur le plateau B où nous attend ce matin Consti Lamine qui reviendra nous parler bien sûr de Sorepco. Consti Lamine, bonjour. Alors, bonjour, chers amis, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour bel et bien à tous les partenaires du concept Salaka. Mais alors, un bonjour particulier à tous ces clients qui ont compris qu'acheter une cuisinière, c'est bien, mais l'acheter dans les magasins Sorepco, c'est encore mieux. Que vous soyez du côté de Garoua, du côté de Ngandéré, du côté bien sûr de Marois, rendez-vous dans les agences Sorepco et allez acheter une cuisinière de qualité supérieure, une cuisinière qui vous donne l'envie de préparer, une cuisinière qui vous donne l'envie de faire bien entendu les gâteaux, qui vous donne l'envie de faire de la grillade. Donc merci donc à tous ces clients. Alors, acheter un article, c'est bien, mais l'acheter dans les magasins Sorepco avec le concept Salaka, c'est encore mieux. Parce que dans tous les magasins Sorepco, c'est du neuf, c'est la garantie, c'est la qualité et c'est surtout les meilleurs prix. Et parlant bien sûr des clients, je tiens ce matin à remercier de la plus belle des manières un client fidèle des magasins Sorepco, du côté bien sûr de Marois. C'est le lieutenant Souloukna Gilbert qui le regarde en ce moment. C'est quelqu'un qui fait tous ses achats du côté bien sûr des magasins Sorepco. Et c'est donc l'occasion pour moi ici de remercier ce brave Tom de l'armée camerounaise, le lieutenant Souloukna Gilbert. Merci donc de choisir les magasins Sorepco. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin, chers téléspectateurs, par la présentation des cuisinières. Oui, vous êtes nombreux à me regarder en ce moment. Vous êtes nombreux à la maison. Vous êtes ceux-là même qui ont besoin également d'avoir une cuisine moderne, une cuisine belle, une cuisine nyanga. Parce que quand la cuisinière est nyanga, ça vous donne l'envie de préparer. Ça vous permet de faire de très bons repas pour monsieur, pour les enfants et même pour les invités. Alors, voilà donc le secret. Et le secret, c'est d'aller dans les magasins Sorepco et d'acheter cette cuisinière qui est en même temps à gaz et électrique. Regardez comment elle se présente. Elle a 4 foyers. Elle a un four, un très grand four dans lequel on peut faire des gâteaux, on peut faire de la grillade. Vous l'avez à 96 000 francs. Oui, je dis bien 96 000. Ce n'est pas une cuisinière d'occasion. C'est une cuisinière neuve. C'est une cuisinière dans le carton. Elle est avec garantie. Vous l'avez à 96 000 francs dans tous les magasins Sorepco du Cameroun. Regardez bien sûr comment elle se présente. Une fois de plus, la réalisation s'il vous plaît. J'attire l'attention de tous les téléspectateurs. Vous avez un restaurant, vous avez un hôtel, vous êtes à la maison. C'est l'occasion plus que jamais d'appeler dans les magasins Sorepco et de commander cette cuisinière à gaz, en même temps électrique, à 96 000. Et ceux qui veulent acheter pour revendre, c'est permis. C'est l'occasion de faire de très bonnes affaires.
Cette cuisinière à gaz, vous la retrouverez ailleurs à plus de 200 000. Mais dans les magasins Sorebco, vous l'avez à 96 000. Elle est de marque Nexus, une marque mondialement reconnue, chers téléspectateurs. Alors, plus besoin de préparer comme à l'Antiquité. Soyez moderne, soyez classe, soyez nyanga. Oh là 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 là. La cuisinière de Sorebco. Je rappelle que le stock, il est très très limité. C'est valable dans toutes les agences Sorebco. Une cuisinière de qualité. Elle est automatique. Elle a 4 foyers. Elle a un four. Elle est de couleur blanche. Oh là 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 là. Elle ne coûte que la somme de 96 000 francs. Est-ce qu'on doit encore envier son voisin? Any man, where the yami just know, just go for Sorebco. À côté, bien sûr, de cette cuisinière à gaz, il y a également, chers téléspectateurs, des congélateurs de qualité supérieure dans les magasins Sorebco, des réfrigérateurs également à des prix vraiment dérisoires. Mais n'oubliez surtout pas, Sorebco, c'est dans tout le Cameroun, c'est la garantie, c'est également des meilleurs prix. Des réfrigérateurs super cool, vous les avez à 310 000. Le stock est en train de s'épuiser. Des congélateurs à 235 000 dans les magasins Sorebco, chers téléspectateurs. Ne demandez plus le glace aux voisins, n'allez plus garder les condiments chez les voisins. Rendez-vous dans les magasins Sorebco et achetez un congélateur à 235 000. Et n'oubliez surtout pas la cuisinière à gaz à 96 000 francs dans tous les magasins Sorebco. Merci à nos amis du Nord, à nos amis de la Damaroua, à nos amis de Bafoussam, à tous les clients des magasins Sorebco. Surtout, une fois de plus, choisissez Sorebco, c'est choisir la qualité. Merci Constilamine pour ce premier passage. Mbom Bengan, vous le savez quand même, le ministre des Transports, Monsieur Ngale Bibé, vient de mettre en place, du moins vient de justement signer un communiqué qui fait état de la fermeture de 7 centres de contrôle technique pour non-respect du cahier des charges. Tout à l'heure, on parlait de distraction, peut-être ce n'en est pas une cette fois-ci, mais quand même on se demande, lorsque lui, le ministre, dit les directeurs de transport routier, les préfets et les délégués de transport de départements concernés sont chargés chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en œuvre de cette mesure. Le Minitransport peut-il interpeller le préfet sur une question comme celle-là? Je veux juste comprendre. C'est un acte administratif, oui. Et nous, on l'avait apprécié quand il venait d'être nommé, M. Ngale Bibé, quand il avait d'abord appelé les promoteurs des agents de transport en leur disant, voilà, je voudrais que vous vous conformiez ici. On avait dit que celui qui était l'avant avait commencé, mais apparemment il y a souvent les bras longs, et qu'il aille jusqu'au bout. Parce que ici, c'est pas normal qu'on vous délivre, comment vous appelez ça, visite technique. Centre de visite technique. On vous délivre en disant que votre voiture est, et le lendemain, les voitures qui ont des pannes techniques. C'est quand même, pas une, pas deux, surtout pour les agents de transport. Genre, je pense qu'il doit les fermer. De toutes les façons. C'est des mesures administratives. Que faisait justement son prédécesseur? Ils ont tenté, et je ne sais pas. Voilà, si vous n'avez pas. Voilà. Lui, il doit avoir des rentrées solides à la présidence de la République. Il faut fermer. Très bien. Donc, on va retenir simplement que 7 centres de contrôle technique sont en ce moment fermés par le ministre des Transports, M. Ngale Bibé, pour cahier de charges non respecté. Donc, le non-respect du cahier de charges, c'est mieux le dire comme ça. Allez, retournons rapidement au plateau B, où nous attend Constilamine. Cette fois-ci, nous parlons du correcteur de posture, c'est ça? Yes, my countryman. We talk about corrector de posture. They call them say corrector de posture. Yes, now that jacket way, any man must get some. Any man must put them. You the commandant, you the lieutenant, you the communicateur, you the step carrier, you the step driver. Any man must get this jacket. They call them say corrector de posture. Corrector de poster by Constilamine. This jacket, when you put some anytime, it go make say you no go get again douleur for your dos. That because for your dos, you no go get again douleur for your neck. You no go get again douleur for your épaule. Yes, donc any man must get corrector the poster.
Donc c'est l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, d'attirer votre attention. Plus besoin de chercher des midi à 14h. Vous avez des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau des épaules, des douleurs au niveau du cou. C'est donc l'occasion plus que jamais d'avoir votre correcteur de posture. Oui, quelle que soit la profession, quelle que soit votre classe sociale, c'est l'occasion plus que jamais de l'avoir. Et je rappelle bel et bien à tous nos téléspectateurs que le stock est en train de s'épuiser. Ça fait pratiquement plus de 5 mois que nous les vendons du côté du magasin Milan Tapi. Ils ont été nombreux à venir au magasin Milan Tapi. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont des milliers de personnes qui ont retrouvé le sourire grâce au port du correcteur de posture. Ça permet d'éliminer les douleurs au niveau du cou, les douleurs au niveau des épaules. Le correcteur de posture que voici est une véritable jaquette médicale. Oui, bien entendu, je dis bien, il y a des gens qui ne cessent de témoigner. Il y a des gens qui sont aujourd'hui des ambassadeurs de ce correcteur de posture. Et parlant bien sûr de ces gens, je tiens encore une fois de plus à remercier cet homme du côté bien sûr de Marois, le lieutenant Souloukna Gilbert, qui est un utilisateur du correcteur de posture. Il y a de cela quelques années, il avait mal au dos. Il a dit, Constylamine, je te regarde à la télé de temps en temps, est-ce que je peux avoir le correcteur de posture? Ça fait à peine 2 mois qu'il a reçu son correcteur de posture. Au jour d'aujourd'hui, le lieutenant se porte très bien, il est en bonne santé, il est en bonne forme parce qu'il porte régulièrement son correcteur de posture. Donc faites comme M. Souloukna Gilbert, achetez votre correcteur de posture au prix de 10 000 francs seulement. Oh là 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 là. Est-ce qu'on doit encore avoir mal au dos? Aïe, j'ai mal au dos. Aïe, j'ai mal au cou. Aïe, j'ai mal aux épaules. C'est terminé avec le correcteur de posture. On n'a plus besoin d'aller de gauche à droite. On n'a plus besoin de trop réfléchir. Venez au magasin Milan Tapi et achetez votre correcteur de posture au prix de 10 000 francs seulement. Mototenye Sengalemba Tatane, yando magasin Milan Tapi, yanongo correcteur de posture nyongo, et banjana salaka, amari semodom la lokodi bukate, na sombion bese, et n'est pas ça Marois, et n'est pas ça Garois, et n'est pas ça Yawonde, motote na correcteur de posture, bien des magasins Milan Tapi, bele tatan. Just now, for magasin Milan Tapi. Thank you plenty. À la divette Aluna, for Milan Tapi, na for Douala. Merci Constylamine, merci infiniment. On vous a compris et surtout rentrer dans le champ, c'est exceptionnel. Hein. C'est à saluer de toutes les façons. Madame, monsieur, vous êtes assez nombreux à chaque jour justement, de nous faire confiance sur les antennes radio et télé Equinox. Nous vous rassurons qu'au-delà de l'image, nous continuerons à rendre compte. Merci également pour vos nombreuses contributions. Merci pour votre soutien. Merci pour votre attachement. Merci pour vos nombreux encouragements. Et c'est pas seulement cette équipe, c'est toute une maison d'environ 300 personnes. Nous travaillons tous les jours. Nous œuvrons à vous donner les bonnes et les vraies informations recoupées à bonne source. Et pour ce qui concerne justement 10-12 le Zénith, Charles Amen Batou, merci, Bon Bengan, Karine Santia, Dominique Audrey. Le même plaisir sera celui-là de vous retrouver demain. En attendant, d'ici à là, restez sur Equinox Télévision. Bonne journée.